Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est actuellement en live le 11 mai, il est 18h12. Sur twitch.tv/Foilier, n'hésitez pas à nous retrouver. Et donc, est-ce que tu peux expliquer la genèse de cette vidéo déjà? Parce que je trouve que c'est courageux de faire une vidéo là-dessus, à quoi servent les hommes, qui est une vidéo à la fois, je trouve, empathique à l'encontre des hommes un petit peu déshérités, parce que quelque part, tu arrives à allier, je trouve, un truc qui est rare sur Internet, à savoir à la fois une critique féministe d'un phénomène de société, et à la fois à te rapprocher d'une forme de lutte des classes, quelque part. Donc comment tu as eu cette idée d'arriver à combiner un petit peu les deux comme ça? En fait, le féminisme sans anticapitalisme, c'est du développement personnel. Donc, en partant de là, tu es obligé d'avoir une lecture de classe si tu veux avoir un féminisme solide, qui soit pertinent et matérialiste surtout. Ça, c'est un truc que j'ai découvert tard, figure-toi, qu'il fallait absolument que je me politise plus et que je me place politiquement, c'est important. Parce qu'effectivement, on ne peut pas considérer que la question du sexisme, elle est décorrélée de tous les autres aspects de la société. Ça, j'ai découvert assez tard. Mais ça, c'est une erreur que... Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Mais j'allais dire, c'est une erreur que beaucoup font sur toutes les luttes émancipatrices, toutes les luttes sociales en général, c'est croire que on peut traiter une lutte sans s'intéresser aux autres. Alors, on peut mettre notre énergie dans une lutte en particulier parce que c'est impossible de lutter sur tous les fronts en même temps. Néanmoins, toutes les luttes sont liées entre elles parce que les systèmes de domination s'imbriquent les uns dans les autres. Il n'y en a pas un qui est isolé du reste. Bah écoute, moi j'aurais beaucoup aimé justement entendre ces discours-là un petit peu plus tôt pour prendre confiance en moi et oser aborder ce genre de sujet. Il n'y a pas de ring dans le chat, tu fais partie des gens qui m'encouragent justement à me positionner. Merci d'être présent du coup, j'espère que ta journée de travail s'est bien passée. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on commence la vidéo, Léo? Ouais, bien sûr, pas de souci. Et si tu as du temps, on la met à vitesse normale, si tu manques un peu de temps, on peut la mettre en 1.25. Moi j'ai du temps, là j'ai ma soirée, donc super. Let's go, après c'est merci comment t'as l'habitude aussi quoi. Non, t'inquiète. Ok. C'est cool. Alors du coup, on lance, tu me dis si toi aussi tu entends de chez toi. Hein. Ouais. Tu entends le son de ta propre vidéo? Non, mais je vais la mettre de mon côté, en fait. Salut, moi c'est Milou, mais vous pouvez m'appeler Lou ou Loulou pour les intimes. C'est un peu mieux? Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Utip qui a brutalement arrêté de fonctionner. Du coup, Léo, il a plus assez de thunes pour réaliser ses... En vert. Non, il faut juste avance un tout petit peu, avance de 2 minutes, et au bout de 2 minutes, ça commence. Ça commence avec l'interview de ouais, c'est ça. BD. Exactement, c'est là. Élevé par une mère seule qui travaillait pour nourrir ses 2 fils. Donc, si vous voulez, quand on me parle de renverser le patriarcat, j'aurais bien aimé voir du patriarcat chez moi. Il n'y en avait pas. Donc, je parle encore une fois d'un seul homme. Mais le patriarcat, c'est pas ça. On le sait bien. Et vous... Que le patriarcat, c'est pas le fait d'avoir les hommes à la maison. Je dis juste... C'est le pouvoir donné aux hommes, aux pères et aux hommes, conféré aux pères et aux hommes à tous les étages d'une société. Donc, ce dont on a été témoin, vous et moi. Elle a raison. Le patriarcat, c'est le fait que dans notre société, ce sont majoritairement les hommes qui ont le pouvoir. Les hommes dominent la société. Enfin, des hommes dominent la société. Et ces hommes qui dominent la société, ils étaient persuadés que donner le droit de vote et le droit de travailler sans l'accord de leur mari aux femmes... J'ai une première question, Léo. Est-ce que l'approximation, du coup, que tu corriges les hommes dominent la société, que tu corriges en des hommes dominent la société, c'est quelque chose auquel tu t'accroches? Ou est-ce que tu acceptes qu'on en fasse une lecture systémique et de pouvoir affirmer que les hommes dominent la société? Je sais que tu fais la distinction après dans les hommes dans une certaine classe sociale, de toute façon sont en situation de domination par rapport aux femmes de la même classe sociale. Mais est-ce que du coup cette généralisation, tu la contestes encore? En fait, ça dépend où est-ce qu'on se situe, pourquoi dire et pourquoi faire. Je vais pas te dire, faut arrêter de dire ça, je m'en fous. Enfin, genre, qu'il y ait des gens qui continuent de dire Ménard trash ou même tous les hommes dominent, je m'en fous. Je suis pas là pour faire la police du vocabulaire. Mais si on s'inscrit dans une discussion un petit peu précise où on veut parler de féminisme, ou en particulier on veut parler de masculinité, je pense que c'est important de faire cette distinction, effectivement, si on veut être précis. Si on veut ne pas s'aliéner une partie de l'audience qu'on a envie de toucher, il faut reconnaître que y a des hommes, ils ont que dalle et ils dominent absolument rien dans la société, et c'est une réalité aussi. Et ne pas masquer cette réalité, pour moi, oui, c'est important. Du coup, là-dessus, je te rejoins effectivement que là, tu abordes la question de la pauvreté, par exemple.
N'empêche que même chez les hommes pauvres, si on prend du coup la question de la domination masculine autrement que par la domination économique, les hommes subiront toujours moins d'agressions sexuelles que les femmes, moins de viols, subissent moins de discrimination. Oui, mais là tu changes de sujet. C'est-à-dire C'est-à-dire que à la base la question, elle était sur la phrase « des hommes dominent la société ». Elle n'était pas sur la phrase les hommes dominent les femmes de leur classe et les hommes seront toujours plus puissants que les femmes de leur propre classe et des classes inférieures. C'est pas la même chose, tu vois, on n'est pas en train de parler la même chose. Bah, du coup, quelque part, dominer la société, ça inclut aussi, à mes yeux, se sentir à l'aise dans l'espace public, etc. Et ça reste pour moi un privilège de tous les hommes, par exemple. Tu vois, mais je suis pas persuadé que des hommes non blancs, prolétaires, ou même des ouvriers se sentent excessivement à l'aise dans l'espace public. En tout cas, m'est d'avis qu'ils subissent beaucoup moins la pression sur la façon dont ils sont habillés, l'heure à laquelle ils rentrent, est-ce qu'ils peuvent marcher seuls, etc. Oui, mais encore une fois, tu es en train de changer le sujet. Moi, je te parle de domination de la société, et toi, tu insistes pour dire, oui, mais quand même, les hommes domineront toujours les femmes, même les pauvres. Bah, déjà, ils domineront pas les femmes, ils domineront les femmes de leur propre classe sociale. Et oui, mais c'est pas parce que je ne parle pas de ça que ça veut dire que je renie son existence. Oui, oui, absolument. Ça, j'ai très bien compris. Mais du coup, quand tu dis que je te le fais, je suis pas sûr, parce que quand on parle de domination, on peut pas parler que de domination économique. C'était ma première remarque. Quoi? Enfin, attends, tu peux répéter, excuse-moi, je me suis perdu. Oui, je t'en prie. Je disais, quand on parle de domination des hommes sur les femmes, on peut pas le voir que du point de vue économique. Je pense qu'il faut... La domination masculine telle qu'elle a été étudiée en sociologie, elle comprend énormément de choses. Elle comprend aussi la part d'héritage qui peut revenir à un homme par rapport à une femme. Elle comprend aussi la situation des hommes dans l'espace public. Et, les hommes ne sont pas harcelés sexuellement par des hommes dans la rue. C'est très rare, par exemple. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Non, bien sûr. Et c'est pour ça. Non, bien sûr, Léon. C'est pour ça que du coup, je dis, toi, tu parles de domination, mais économique, en fait. Bah, en fait, toute domination. Quand je dis des hommes dominent la société, en fait, je comprends pas ce qui est pas clair. Du coup, c'est moi qui te comprends pas, je pense, Léo, je suis désolé. Parce qu'en plus, je l'explique après. Je l'explique après et je dis, c'est des hommes au CAC 40, c'est des hommes qui sont aux postes les plus à haute responsabilité. Enfin, je parle vraiment de pouvoir, tu vois. Et c'est ça la question, c'est qui détient le pouvoir dans la société? C'est pas les hommes, c'est des hommes qui détiennent le pouvoir, la possibilité d'influencer la vie des autres. C'est à grande échelle, hein, j'entends. Hein, je parle pas de faire chier son voisin ou sa femme ou quoi que ce soit. À grande échelle, les hommes qui ont le pouvoir, c'est des hommes, c'est pas les hommes. Et Léa Culpa, dans mon chat, t'avais comparé l'agisme au racisme. C'est pour ça que tu t'en étais pris un petit peu une dans les dents. Si je te reconnais bien, c'est ça. Et désolé, j'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir un petit peu dit que non, on pouvait pas dire que c'est la même chose. Ok. Je pense que c'est une question sémantique en fait qu'on n'a pas la même. On n'est pas, je pense, sur la même sémantique du mot tout simplement. Du coup. De quel mot? Du mot dominer? Oui, c'est ça, exactement. Moi j'entends. Mais en fait, non, le problème, c'est pas dominer. Le problème, c'est la société. Toi, tu crois que parce que je dis des hommes dominent la société, ça veut dire que je domine ça veut dire que je dis des hommes dominent les femmes. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit des hommes dominent la société tout entière. Après, les hommes dominent les femmes, ça c'est une réalité et je reviens pas dessus. Mais des hommes dominent la société. C'est pas la même chose de dire des hommes dominent les femmes et des hommes dominent la société. Ok. On me dit dans le chat que tu as une vision, c'est pas Durin qui me dit ça, politico-économique en fait, c'est ça? C'est ça que tu entends et c'est moi qui l'entends mal, je pense. En fait, non, je le savais pas, peut-être que c'est le cas, mais je comprends pas, en fait, je comprends pas. Oui, j'ai l'impression que. Mais c'est de ma faute, j'ai l'impression que c'est moi qui te comprends pas surtout. J'en suis désolé. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On est clairement, c'est un problème au niveau de la sémantique et de comment est-ce qu'on utilise les mots. Mais en tout cas, je ne dirai jamais que il n'y a que certains hommes qui dominent les femmes, parce que je le pense pas. Oui, d'accord. Effectivement, les hommes dominent les femmes. Après, c'est intéressant toujours de le mettre en contexte et de voir de quels hommes on parle et de quelles femmes on parle, je l'entends, mais à classe égale, les hommes dominent les femmes, c'est certain. Mais en ce qui concerne la domination de la société, donc qui c'est qui a le plus de pouvoir dans la société, là, ce sont des hommes qui ont le pouvoir dans la société. Ça, je comprends. Ok, ça, je vois. On est d'accord. Hein. Oui, même si le salaire moyen des hommes est supérieur à celui des femmes, n'empêche que le salaire des hommes n'est pas du tout un salaire qui permet d'affirmer que les hommes qui touchent le salaire médian
ont le pouvoir dans la société. Ça, je comprends. Oui, et encore une fois, quand on dit le salaire des hommes est supérieur à celui des femmes, ça concerne pas les gens payés au SMIC, hein. Et heureusement, heureusement qu'il y a un SMIC, hein, parce que s'il n'y avait pas de SMIC, les femmes seraient moins payées que les hommes qui touchent le SMIC, hein. Disons que c'est le principe de la moyenne, effectivement, c'est une sorte de généralité. Mais vu qu'il y a un SMIC, vu qu'il y a ce plateau, au niveau des classes les plus prolétaires, les hommes ne gagnent pas plus que les femmes, vu que tout le monde gagne le minimum. Ok, bon, ça marche. Est-ce qu'on avance? Ouais, vas-y. Super. Ça suffirait à détruire toutes les inégalités entre les hommes et les femmes. Du coup, ces hommes, ils supportent mal le fait que le féminisme existe toujours et qu'il ait de nouvelles revendications. Ça, moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est un super discours que je dénonce très régulièrement dans mes vidéos. Et là, je te rejoins sur toute la ligne. À savoir ce discours incel que j'entends très souvent. Moi, je travaille principalement sur les incels, sur cette chaîne. À savoir qu'il y a cette idée que de néo-féminisme, comme ils l'appellent, ou de féminisme 2.0, qui n'aurait pas de revendication, alors qu'avant, le féminisme, ça, ils l'admiraient, alors qu'ils auraient probablement fait partie des personnes qui se sont opposées à toutes les avancées des femmes. Du coup, j'ai beaucoup apprécié que tu fasses ce point-là. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, okay. Tant mieux si ça a été compris. On n'est plus du tout dans le féminisme de l'égalitarisme, on est dans un néo-féministe qui est, qui est beaucoup plus dur. Hein. Un féministe de procès qui met le mâle hétérosexuel blanc au centre pour le crucifier. Le nouveau féminisme, c'est un dégagisme. Barrez-vous, on se met là à votre place. Un certain féminisme, un certain dévoiement du féminisme qui considère qu'on ne peut pas être féministe quand on est homme, qui considère que le contenu des opinions dépend du contenu du slip. Un féminisme misandre, identitaire, vindicatif, débile. Ça doit être terrible. On a un peu les héros qu'on mérite. Hein. C'est une catastrophe d'entendre des discours comme ça. Moi, ça me... Il y a une sorte de mélange de panique morale et puis vraiment, c'est Francis Dupuy-Léry qui travaille là-dessus, de crise de masculinité, quoi. Et t'en parles très bien d'ailleurs dans la vidéo, quoi, de ce qu'ils mettent en avant de la crise de la masculinité. Ouais, après très honnêtement, moi, ce que j'entends aussi, c'est une critique du féminisme mainstream qui a des mantras un petit peu militants qu'il ne faudrait jamais questionner ou nuancer. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je fais dans mes vidéos, c'est que je nuance un petit peu les mantras du féminisme mainstream en mode men are trash. Bah moi je suis là et je dis bah oui, c'est vrai, je vais pas revenir dessus. Par contre attention, faut voir qui sont nos vrais ennemis, qui c'est qui fait en sorte que ça change pas, qui c'est qui en profite le plus, qui c'est qui en profite pas. Enfin voilà, tu vois, genre je remets un peu de nuance. Et eux, ce qu'ils font ces mecs-là, c'est que ils prennent vraiment les mantras féministes et ils pensent que c'est premier degré. Ils pensent que typiquement le mouvement politique qui s'appelle la relève féministe veut juste dégager tous les hommes pour mettre que des femmes à la place. Mais c'est la relève féministe, enfin ce groupement politique, c'est plus que ça. C'est absolument pas le propos de dégager tous les hommes et de mettre des femmes à la place. Le propos, c'est d'enlever les hommes qui empêchent les femmes de pouvoir faire politique. Okay. Donc, mais eux, ils le prennent premier degré et ils pensent que c'est juste ça et que y a pas de nuance derrière, y a pas de réflexion, y a pas de programme ou quoi que ce soit. Le féminisme mainstream, c'est le féminisme grand public. Bah, j'allais revenir dessus. J'aime pas trop ce terme parce que je pense que toutes les formes de contestation sont nécessaires actuellement, en particulier autour des courants féministes. Tu parles de slogans, par exemple. Je trouve que les slogans ont une force politique très importante, justement. Oui, pardon. Non, mais j'ai pas dit que les slogans étaient pas importants. Non, j'ai pas prétendu le contraire. Je trouve ça rigolo la manière dont tu prends chacun de mes propos avec vraiment une vision. En fait, c'est un mot que j'entends parfois. C'est un mot que j'entends parfois, tu sais, chez les droitards, le féminisme mainstream, pour le décrypter. C'est pour ça que je voulais te. Mais le féminisme mainstream, c'est un courant qui existe et dont les féministes parlent en fait. Le féminisme mainstream, c'est un courant qui est extrêmement critiqué par les féministes décoloniales, par les afroféminismes, féministes, par les queers, par les transféministes. Le féminisme mainstream, c'est un féminisme qui est bourgeois et libéral. En fait, c'est juste du progressisme, c'est du féminisme washing, grosso modo. Le féminisme mainstream, c'est le féminisme qui dit aux femmes, faut que vous deveniez des girl boss, et comme ça, il y aura plus de patriarcat. C'est ça, le féminisme mainstream. Et genre, tout le monde critique, enfin, toutes les personnes un peu basées critiquent le féminisme mainstream, mais critiquer le féminisme mainstream et ses conséquences sur notre vision de la lutte, ça ne signifie pas
critiquer les slogans qui émanent des contestations sociales. Ça ne signifie pas dire qu'il faut arrêter de répéter Ménard trash. Moi, je suis pas pour qu'on arrête de dire ça. Je suis pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire un petit peu mieux. Tu veux dire que tu critiques mais bon, les trucs vides de sens, je vais pas aller plus loin sur le sujet. Non, c'est juste les trucs un peu vides de sens, quoi. Soit ça... tu parlais, effectivement, si c'est juste pour dire girl power, on va renverser le patriarcat, c'est un petit peu vide de sens, effectivement. Ça, je peux comprendre. C'est plutôt ça que tu disais, quoi. Quand je parle de féminisme mainstream, oui, enfin, c'est ça, c'est les... Comment dire ? En fait, faut aussi avoir un regard critique sur nos luttes. Je veux dire, nos luttes, elles sont pas toutes parfaites, elles sont pas toutes bien, elles ont des conséquences. Et dans une de ces conséquences, c'est qu'il y a certaines choses qu'on dit, qu'on se trouve à répéter, on sait même plus ce que ça veut dire à la fin. Et du coup, il y a des gens qui les prennent premier degré parce que nous, derrière, on n'est pas capable de les expliquer correctement. Et typiquement, dire Ménard trash sans comprendre tout le sens de ce slogan qui est fort et dont on a eu besoin, et certainement qu'on en a encore besoin, ne pas comprendre le sens de Ménard trash, c'est continuer d'être complètement indigné et d'être surpris dès qu'il y a un nouveau cas d'agression sexuelle quelque part. Si vous continuez d'être surpris, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que Ménard trash, c'est littéralement dire que ça arrive partout, tout le temps, et c'est d'une horrible banalité. Donc voilà, c'est ça en fait, moi, là où je veux remettre de la nuance, c'est ok, on est arrivé sur Ménard trash, maintenant tirons-en les bonnes conclusions. Agissons en conséquence de ce slogan qui nous a remués et comprenons que les agressions sexuelles, c'est tout le temps, partout, c'est d'une banalité absolument horrible et ça arrive avec des potes, ça arrive avec des amis, la famille, avec des gens qu'on connaît généralement à la maison. Donc c'est ça Ménard trash, c'est ça ce que ça veut dire Ménard trash. Et donc moi, ce que je critique dans le féminisme mainstream, c'est de continuer de dire Ménard trash, tout en continuant d'être sans cesse, tout en continuant d'être surpris chaque fois qu'il y a un nouveau cas d'agression. Bah non, en fait, faut arrêter d'être surpris et de s'indigner comme si c'était la fin du monde. On sait que c'est une réalité maintenant. Agissons en prévenant ces choses-là d'arriver, en faisant de la pédagogie, en changeant les structures de pouvoir, en militant, peu importe, mais agissons en conséquence. Tu sais, ce que tu dis me fait beaucoup penser à ce que les observateurs décrivent comme étant la quatrième vague du féminisme, justement, en particulier qui serait née, d'après eux, des mouvements justement MeToo, Balance ton port, qui décrivent comme un féminisme, comment ils avaient dit ça, je vais essayer de retrouver les mots dans ma tête, indigné, qui n'est pas basé comme les courants féministes qu'on a pu connaître sur des travaux universitaires ou des lectures, mais qui est basé sur le partage de l'information. Et là-dessus, je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire que... alors, le seul avantage de ça, c'est que l'indignation fait que les gens en parlent. Et du coup, c'est bien qu'on parle de l'agression sexuelle, c'est ce qui nous a permis, à moi par exemple en tant qu'homme, de comprendre que en fait, on était dans un problème qui était systémique et pas individuel. Mais du coup, finalement, ça rejoint ce que tu décris, ce que les observateurs décrivent de la quatrième vague, à savoir un courant plus basé sur l'indignation que ce que les féministes tous les écrits qu'elles ont pu produire dans les 70-80 en particulier, dont moi je suis friand et que je lis beaucoup. Ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent mon utilisation du féminisme mainstream, mais c'est pas moi qui ai inventé le terme, en fait, les gens. Hein. C'est genre une appellation qui est largement utilisée dans les milieux féministes pour désigner le féminisme grand public. Et le féminisme grand public, c'est le féminisme du discours dominant. Et le féminisme du discours dominant, c'est un féminisme qui est plutôt bourgeois, plutôt blanc, plutôt libéral, etc., etc. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnes qui ont un petit pied quelque part quand même dans les luttes contre le sexisme, pour le féminisme. Et du coup, on a peut-être un rôle à jouer, toi, moi, d'autres, pour justement les pousser à réfléchir à la question d'un point de vue systémique. On a probablement un public potentiel qu'on n'aurait pas eu sans l'émergence des réseaux sociaux, etc. On a peut-être quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Sur notre manière de reparler du féminisme. C'est ça, et justement de montrer à quel point toutes ces choses-là ont été théorisées, travaillées, et comme tu disais après, ne pas simplement se contenter du slogan, mais de bien comprendre ce que signifie le slogan, proposer des lectures comme je fais souvent. Oui, pardon ? Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ok. Ça va être très long si on a des échanges toutes les 10 secondes comme ça. Je poursuis la vidéo du coup.
Pour eux, vraiment, c'est comme s'ils avaient plus le droit de rien dire. Le truc, c'est que justement, des hommes qui n'ont pas le droit à la parole, il y en a beaucoup. Et beaucoup d'entre eux adhèrent au discours que l'on vient d'entendre. Beaucoup d'entre eux sont sceptiques, si ce n'est hostiles au féminisme. Et moi, ça m'interroge, parce que ce sont toujours des hommes qui dirigent des pays. Ce sont toujours des hommes à la tête du CAC 40. Ce sont toujours des hommes qui occupent les postes les plus rémunérés. Il y a toujours 2-3 exceptions, mais dans l'immense majorité, ça reste des hommes qui ont le pouvoir dans notre société. Et ça, c'est un fait. Tout le monde est capable d'en arriver à cette conclusion en observant simplement la réalité. Alors pourquoi reste-t-il une telle hostilité envers le féminisme ? Très intéressant. Je n'arrive pas à lire le chat, je suis désolé, je suis pas très à l'aise avec les outils encore, je me stream que depuis 3 semaines. C'est important de s'interroger. Est-ce que les hommes ont conscience de la domination masculine ? Est-ce qu'ils ont conscience des avantages dont ils bénéficient ? Et est-ce une stratégie réfléchie de nier ces avantages ? Ou au contraire, s'agit-il d'un processus inconscient de reproduction sociale ? Est-ce que, du coup, là, Léo, tu peux nous dire ce que tu entends par domination masculine ? Parce que peut-être qu'en fait, toutes les critiques que je voulais émettre n'auront pas lieu si j'ai mal compris ce que tu entendais par domination. Je vais te donner un exemple. Typiquement, quelles que soient les classes sociales, il y a des études qui ont montré, par exemple, dans une salle de classe, et je suis concerné par ça, que quelles que soient les origines des élèves, on coupe plus facilement les filles que les garçons, par exemple. Tu vois, donc, est-ce que tu inclus ça aussi, ou est-ce que tu restes sur le postulat que tu avais au départ ? Non, la domination masculine, c'est toutes les formes de domination masculine, c'est absolument toutes. Enfin, il n'y en a pas une que j'inclus pas là-dedans. Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup. Les courants populaires du féminisme et certaines études, dont celle de Léo Thiers-Vidal, il semblerait que les hommes aient parfaitement conscience de dominer les femmes. Mais vu les extraits qu'on vient de voir, et mon expérience des milieux masculins, j'aurais tendance à ne pas être de cet avis. Il se trouve que je suis pas le seul à penser ça. Est-ce que justement tu as des écrits qui t'ont fait douter de ça ? Ou c'est plutôt ce que tu constates quand tu parles avec des hommes ? Salut Fantomas. Je cite des études après qui justement parlent du fait que les hommes n'ont absolument pas l'impression de dominer les femmes et puis globalement. Et j'ai vu les interviews aussi qui sont très étonnantes. Il a parlé à un mec dans la rue, il va répéter à la limite s'il est un peu informé, un peu éduqué, il va répéter parce que ça a quand même vachement changé depuis MeToo. Hein, le féminisme a gagné une bataille culturelle. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a un truc qui s'est passé. Absolument, oui. Et donc ça a fait passer. Pardon, excuse-moi. Non, et ce que j'allais dire, c'est que, admettons, on revient avant MeToo, quand on demandait aux hommes, est-ce que vous avez conscience de dominer les femmes ? Donc, des hommes de la génération qui a pas intégré tout ça, eux, ils diront que non. Ils diront tout le temps que non, quelle que soit la classe d'où ils viennent. Bon, il y a toujours des mecs qui en ont conscience, mais hormis si on leur met sous les yeux les exemples de leur vie à eux, où ils ont un comportement de domination, et encore, c'est même pas sûr que ça fonctionne, ils ont pas du tout l'impression de dominer les femmes. Ouais, tu as raison, et d'ailleurs, les masculins qui sont souvent très à droite, que je mets en avant sur la chaîne, dont je critique évidemment les contenus sur la chaîne, ont même tendance à, volontairement j'imagine, ou involontairement, ça tu peux peut-être mener ton opinion, même considérer que les chiffres des inégalités sont faux, que le coût de la virilité de Lucille Paitavin, tout est faux dedans, que c'est pas vrai, la criminalité n'est pas le fait d'homme, c'est-à-dire ils nient en plus de ça les résultats des sciences sociales. D'ouf. Ouais. En fait, c'est aussi, mais c'est pour ça que typiquement l'antiféministe mène directement à l'extrême droite quand on s'engouffre dans le tunnel de l'antiféminisme. Je suis entièrement d'accord avec toi, 100% d'accord. Ou le complotisme, parce que c'est essentialisant. En fait, le seul moyen de justifier des comportements de domination, c'est de les justifier par la nature, par le naturel. Donc, tous ces discours-là antiféministes amènent directement à l'extrême droite et au discours essentialisant. J'arrive, je vais chercher un pull. Oui, je t'en prie, je suis entièrement d'accord avec toi. On va... Alors, bonsoir, en attendant... j'ai eu des abonnements. Merci Floriane pour l'abonnement, merci Docteur aussi Transfourier, c'est très gentil de votre part. J'ai pas les yeux sur le chat, je suis désolé. Hein. Du coup, je vous laisse discuter entre vous si voilà. J'ai l'impression que Léo le lit, donc n'hésitez pas à interagir avec lui si jamais vous avez des questions à lui poser pendant l'entretien. On attend juste qu'il se couvre et qu'il ne prenne pas froid, et on reprend juste après. Salut Norbert. Ah oui, la green line, du coup j'en profite pour mettre le chat ici là. Ah bah ça marche, j'arrive à vous lire maintenant.
Oui, oui, la Green Line, oui, cette théorie masculiniste red pill un peu idiote. Pour les personnes qui n'auraient pas de quoi il s'agit, la Green Line dit en fait si un homme se penche vers sa partenaire, c'est qu'il montre sa faiblesse, qu'il montre qu'il ne domine pas sa femme. Catastrophique ces discours. Je n'en peux plus. Je suis étonné que Stéphane Edouard en ait toujours pas fait de vidéo d'ailleurs. Lui qui est très branché PNL. Est-ce que tu es bien couvert? Ouais, c'est bon, là, ça va mieux. Je vais pas tarder à faire de même, je pense. J'avance, du coup. C'est aussi le cas du chercheur en masculinité Michael Kimmel. Chez les hommes, la critique féministe de la masculinité tombe souvent dans l'oreille d'un sourd. Une fois confrontés à l'analyse selon laquelle les hommes ont tout le pouvoir, beaucoup d'entre eux réagissent avec incrédulité. « Comment ça, les hommes ont tout le pouvoir ?» demande-t-il. « De quoi parlez-vous? Ma femme fait sa loi, mes enfants font leur loi, mon patron fait sa loi. Je n'ai pas de pouvoir du tout, je suis complètement impuissant. » Du coup, moi je rattache beaucoup ça à certains discours incel, pour le coup. L'une des raisons pour lesquelles ils arrivent à manipuler des ados, c'est qu'ils partent de ce prémisse-là, en disant les femmes sont en situation de domination sur les hommes, parce que nous, les hommes, on est soumis à nos femmes, parce qu'on a du mal à draguer, etc. Du coup, voilà, je trouve que c'est des discours assez inquiétants, mais que j'entends très souvent. Je suis content que tu le mettes en avant. En plus, Michael Kimmel, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Et du coup, voilà, cet extrait, moi, il mérite le poil parce que je connais les dérives qu'il y a derrière ces discours-là après. Il faut se comporter comme des alphas pour pouvoir reprendre la domination sur les femmes, etc. Ça m'inquiète beaucoup. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces discours, ils sont nombreux. En fait, ces témoignages, ils sont très nombreux et qu'il faut avoir une réponse à offrir aux hommes qui pensent ça. Et il faut qu'il y ait une réponse qui leur soit offerte autre que les hommes sont tous des connards ou les femmes sont toutes des connasses. Voilà. Je reçois beaucoup de messages dans les commentaires de mes vidéos justement me disant en fait j'étais dans ces courants-là et depuis que je vois vos vidéos je comprends que je me suis fait un peu manipuler. Moi qui manque beaucoup de confiance en moi, ça me réconforte de lire ça parfois. Ce que Kimmel nous explique, c'est que les hommes sont en position de domination par rapport aux femmes de leur classe sociale et des classes sociales inférieures. Mais la majorité d'entre eux partagent le sentiment intime d'être impuissants. Et en vrai, j'ai envie de dire, c'est normal. La domination masculine se traduit majoritairement par des rapports sociaux inconscients et invisibles. Prenez l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, par exemple. Un écart dont le féminisme populaire parle régulièrement. Eh bien, cet écart de salaire, il est pas si visible que ça. Et pour le visibiliser, c'est chiant. Plus d'ancienneté, plus de qualifications pour un même emploi. Aline devrait en toute logique être un peu mieux payée que Bernard. Bernard est payé 2635 € net par mois. Quant à Aline, même à temps plein, elle ne gagnerait que 2300 € net par mois. Pour bien saisir la différence, nous avons rapporté ça au salaire horaire. Pour chaque heure qu'Aline passe au travail, elle touche 2 € net de moins que Bernard. Vous voyez comme ça? Tu vois, moi j'y vois plus que pas facile à voir, j'y vois même une mauvaise foi. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est plutôt facile à trouver des trucs qui résument justement ces inégalités salariales en 10 lignes. Et du coup, moi j'y vois vraiment de la mauvaise foi de la part des hommes. Parce que ces études-là, maintenant, elles sont vulgarisées un petit peu partout. C'est pas très compliqué de faire la recherche, quoi. En fait, détrompe-toi, c'est pas si facile que ça quand t'es pas sensibilisé déjà. En fait, on se rend pas compte de ce que c'est d'avoir un accès quasi illimité à Internet sur un ordinateur. Il y a énormément de gens, leur seul accès à Internet, c'est sur le téléphone. Et le téléphone, pour faire de la recherche, pour s'informer et tout, autrement que via les réseaux sociaux, c'est pas l'idéal. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour faire ce genre de recherche, il faut aussi avoir le temps de se poser ce genre de questions et avoir le temps l'envie, la motivation, le réflexe de chercher de l'information sur des sources sûres. Parce que tu peux taper de manière un peu naïve, est-ce que les femmes gagnent plus d'argent gagnent plus ou moins d'argent que les hommes à travail égal. Tu peux faire cette recherche de manière naïve sur Google ou YouTube, mais si t'as pas une éducation aux médias, comment tu fais pour reconnaître la source qui est fiable de la source qui est pas fiable? Ça, c'est vrai. Comment, tu vois, il y a ce truc-là aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier quand on est militant et quand on est informé de ces sujets-là et tout. C'est que savoir trouver de l'information, savoir la reconnaître, en fait, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui a cette capacité, cette possibilité-là. Ça, c'est sûr que c'est un truc que je répète souvent.
si on a la chance d'être issu d'une famille bourgeoise, mais je parle intellectuellement, je parle pas financière, qui justement nous apprennent la lecture, la recherche, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de chances de reconnaître en l'INSEE une source fiable que dans n'importe quel autre blog. Ça, là-dessus, je te rejoins. C'est ça, et après, les hommes, ils vont aller naturellement, enfin, comme tout le monde, tu as tendance à plus croire les informations qui vont dans ton sens. Oui, ils font une Donc, biais de il confirmation. suffit que la première information la première information que tu trouves va dans le sens du fait que l'information dont on parle est fausse, tu vas pas aller chercher plus loin, quoi. Frédéric te demande, tu avais utilisé un mot qui désignait l'aversion au virilisme et à la virilité, il se souvient plus du mot. La misandrie. L'aversion du virilisme, est-ce que c'est le mot qu'il avait utilisé, Frédéric? Là, oui, la misandrie dans les travaux de sciences sociales est souvent appelée wirophobie, détestation de la virilité, effectivement. Ok, je savais pas. Il est pénible de montrer que les hommes sont favorisés par rapport aux femmes au niveau de leur salaire. Il faut faire des études, des calculs, des entretiens et dans la vie, les gens ne font pas ça. Par contre, quand on explique aux gens l'impact qu'ont ces écarts dans leur vie, tout de suite, là, il y a des réactions. Un manque à gagner pour Aline que nous estimons à 36 000 €. Combien la caisse d'épargne ou les entreprises ont-elles fait d'économies sur un travail équivalent de femmes qui vendaient les produits qu'on leur demandait, qui rendaient les dossiers quand on leur demandait? Combien les entreprises ont fait d'économies sur ces petites mains? Bah ouais, tiens, ça c'est une bonne question. Combien de bénéfices supplémentaires se font les entreprises en exploitant les femmes encore plus violemment que les hommes ne sont exploités? Et ça, moi j'adore ce discours parce que non seulement évidemment il est très vrai, mais en plus de ça, on sait que ça crée un manque à gagner pour l'État. En plus de ça, j'aime beaucoup cette partie-là du discours. Pardon, il y a un peu de bruit dehors. Ouais, non mais t'as raison. Presque former l'hypothèse que la domination... Ah, on m'a posé une question compliquée récemment, c'est un type qui, je vais pas dire qu'il me harcèle parce que il est très désagréable, certes, il répète les questions. Ah là là, ça tombe la pelouse en face de chez moi, je suis désolé, vous allez avoir un petit bruit de tondeuse. On dit oui, mais alors dans ce cas-là, puisqu'il y a des... pourquoi les patrons n'embaucheraient pas que des femmes puisqu'ils les payent moins que les hommes si c'était une réalité? Voilà, c'est la question qui me pose en permanence. Je sais pas s'il y a des éléments de réponse, moi j'en ai quelques-uns, mais ça fait partie des trucs qu'on me répète ad nauseam. J'ai pas étudié le sujet, mais de base c'est juste stupide. Et puis en fait c'est déjà le cas pour certains milieux. C'est exactement ce que je leur réponds. Dans les métiers du CAIR, c'est ce qu'ils font déjà. Ouais. Donc du coup, voilà quoi. En fait, il y a pas que le fait de moins payer les femmes, il y a aussi le fait de garder les espaces qui payent le plus seulement masculins. Ouais. Mais il y a ce besoin-là, mais parce qu'il faut justifier la domination. Tu peux pas maintenir une domination comme celle-là sur la moitié de la population sans réussir à la justifier. Et pour la justifier, il faut qu'il y ait séparation des deux groupes. T'es obligé qu'il y ait à un moment donné une séparation des deux groupes pour justifier le fait qu'il y ait de la domination de l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que c'est aussi important de garder les espaces de pouvoir masculins et uniquement masculins, parce que à partir du moment où il y aura autant de femmes que d'hommes, il y aura plus de justification au fait que il y ait des séparations dans certains espaces de la société. Donc là, on parle des milieux professionnels. Là, on en est encore à un point où les milieux professionnels les plus rémunérés, genre scientifiques à haut niveau, ingénieurs, etc., ce soient encore des espaces masculins parce qu'il faut continuer de justifier que les femmes restent dans les métiers du care, restent dans les métiers les moins rémunérés. Donc c'est obligé qu'il y ait cet équilibre-là qui se fasse. Si tu veux obliger les femmes à faire les métiers les moins rémunérés, tu dois mettre plus d'hommes là où ça l'est plus, comme ça tu justifies la domination. Oui, il y a un très bon exemple, je sais pas si tu le connais. Dans l'essor de l'informatique en France, j'ai que les chiffres en France, je les ai pas dans le monde. Il y avait quasiment que des femmes dans les années 60-70, jusqu'à ce que, pour une raison très simple, c'est que comme elles étaient à des métiers d'adjuvants aux hommes, elles avaient l'habitude d'être secrétaires, etc. Donc elles avaient une sorte d'habitude avec les outils informatiques. Et dès qu'il y a commencé à avoir une popularisation de l'informatique, en particulier de l'informatique domestique, il y a eu de l'argent dans ces milieux-là, et le milieu est devenu masculin du jour au lendemain. On a tendance à voir l'informatique aujourd'hui comme un milieu masculin, mais ça n'a absolument pas toujours été le cas. Dès qu'il y a eu beaucoup d'argent à se faire, effectivement, il y a eu une entrée massive des hommes dans cette profession. Ouais, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et même à la base, c'était plutôt des femmes noires. C'était même pas des femmes, c'était des femmes noires qui occupaient ces postes. J'ignorais, merci. Aux États-Unis. La domination masculine sert principalement les intérêts des entreprises. Donc les Oui, intérêts tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais let's go. Ah oui, pardon, excuse-moi.
personnes qui captent les bénéfices des entreprises. Vous savez quoi, on va laisser cette hypothèse en attente, on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Cette domination masculine n'est pas si visible que ça. Et non seulement elle n'est pas perçue par les hommes, mais elle n'est pas non plus très bien perçue par les femmes. Pour comprendre la domination qu'elles subissent, la plupart des femmes ont besoin de passer par un processus de conscientisation, de mise en mots d'un sentiment d'injustice diffus qui les traverse depuis toujours. Pendant très longtemps, moi... Du coup, là, c'était la remarque que j'avais à te faire là-dessus. Je pense que les femmes, elles voient bien, en fait, qu'elles sont plus emmerdées dans la rue que les mecs. Et c'est pour ça que je disais, en fait, de quoi est-ce que tu parles précisément parce que j'ai du mal à imaginer que les femmes ne réalisent pas qu'elles subissent la domination masculine très facilement, en fait, dans leur quotidien. Bah alors, comment t'expliques le fait qu'il y ait autant de femmes de droite? Enfin, de femmes qui sont antiféministes? Pour plein de raisons. Là-dessus, je te rejoins quand tu parles de conscientisation. Je pense que conscientiser ça, vouloir accepter de le généraliser... Faut arrêter avec l'intériorisation, par contre. Désolé, je réponds au chat. Hein. Je reviendrai dessus après. Ok. Bah non, je t'en prie. Au contraire, si tu as à non, dire. mais en fait, il y a une différence entre intérioriser la domination subie, et ça, c'est quand, par exemple, une femme d'elle-même, elle va pas postuler à un job alors qu'elle a les compétences. Là, elle a intériorisé qu'elle était inférieure aux autres. Par contre, ça, c'est de l'intériorisation. Par contre, les femmes antiféministes, c'est pas une question d'intériorisation. Il y en a peut-être. Mais si elles sont antiféministes, c'est parce qu'elles pensent qu'elles ont plus intérêt à poursuivre la domination patriarcale et à la maintenir. Et elles le pensent même pas en ces termes-là. Elles le pensent, c'est pas idéologique en fait. C'est plus non, mais moi j'ai pas envie de gagner autant d'argent que mon homme. Faut que ce soit les hommes qui gagnent plus parce qu'ils doivent s'occuper des femmes. C'est normal, c'est comme ça. Et on revient à nouveau aux arguments essentialisants dont je parlais plus tôt dans la vidéo. Et pour revenir, en fait, moi je te garantis que peut-être pas les nouvelles générations, mais encore une fois après MeToo, les générations, tu demandais à une meuf de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, si elle pensait que le patriarcat existe et si elles étaient féministes, les meufs, elles étaient pas toutes d'accord. Hein. Et je pense que c'est un petit peu, un petit peu paternaliste d'être persuadé que les femmes, contrairement aux hommes, prennent soudainement conscience des structures de domination qui les enferment depuis leur tendre enfance. C'est non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que justement, le sexisme n'est jamais pointé du doigt, il n'est jamais montré. Les petites filles, quand on leur dit joue pas avec les camions, on leur dit pas à cause du patriarcat, tu sais ma fille, c'est comme ça que ça se passe. On leur dit ne joue pas avec les camions, c'est pas pour les filles. Et tout ça, ça fait que vraiment tu ne vois pas, tu ne conscientises pas. Ta conscience, en vieillissant petit à petit, en accumulant des expériences, tu as conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu prends conscience qu'il y a un truc qui est pas juste dans cette histoire. Mais tu ne mets pas forcément les mots patriarcat et tu ne penses pas système de domination. Enfin, genre, même les gens dans la rue n'ont aucune conscience des systèmes de domination qui drivent nos vies. De base, pourquoi est-ce que les femmes en auraient plus conscience que les autres? Peut-être naïvement parce qu'elles sont plus victimes, c'est ce que je me dis. Je me trompe peut-être parce que dans le chat on me contredit, les gens sont plutôt d'accord avec toi et me disent qu'effectivement ça participe à des prises de conscience qui sont un peu plus longues. Donc je pense qu'il faut que je réfléchisse sur la question. Mais toi, tu t'es pas réveillé gauchiste? Non, c'est sûr, je me suis pas réveillé gauchiste, tu as raison. Mais genre quand t'as compris que le capitalisme c'était un truc réel, c'était même, enfin, ça t'a surpris, tu vois, enfin, tu sais, il y a un petit peu une réaction quand tu commences à piger tout ça. Tu as raison. Il m'a fallu beaucoup de discussions, beaucoup de lectures aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben les femmes, c'est pareil. Mais maintenant, j'avoue que maintenant, aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit, le féminisme qui a gagné une bataille culturelle et qui s'est inscrit dans un discours dominant, je pense que ce serait moins le cas aujourd'hui pour les générations qui viennent. Mais les générations qui ont grandi sans MeToo, sans rien, avec juste des fémènes dans les églises, pour elles, le patriarcat, savent pas, tu vois. Genre, enfin, elles savaient pas. Ok. C'est très bien qu'on fasse ensemble parce que je pense que j'aurais fait des contresens sur ton propos. Donc je suis très content qu'on parle de ton travail ensemble, okay. Léo. Merci encore de m'accorder du temps. Pas de souci. Moi, je me considérais pas du tout comme étant féministe. Et en fait, c'est quand tu commences à prendre du recul et à penser à toutes ces actions, même
aussi petite qu'elle soit. C'est peut-être juste qu'on l'avait pas encore vraiment conscientisé. Mais il y a plein. Enfin, moi vraiment, honnêtement, je pense que j'ai conscientisé ces trucs-là. J'ai 30 ans. C'était, de manière vraiment consciente. Je pense que c'était il y a 3 ans, tu vois. La domination masculine. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme créateurs de contenu, là, ton avis m'intéresse vraiment beaucoup, pour justement aider à ce genre de prise de conscience, continuer à justement expliquer que ça fait partie de phénomènes systémiques, globaux, éventuellement conseiller des lectures. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour participer à cette prise de conscience? Je sais pas, moi je fais des vidéos. Oui. Je parlais plutôt dans nos propos, éventuellement. Il faut pas prendre les gens pour des cons, en fait. C'est très important. Les gens sont experts de leur propre vie et de leur propre existence. Et tu peux pas déjà aller voir une meuf qui a pas conscience du patriarcat et lui dire mais bien sûr que si, le patriarcat existe, les femmes sont moins bien payées, elles se font plus violer. Tu peux pas faire ça, en fait. Ça sert à rien, parce que en fait, ce que tu vas faire, cette prise de conscience-là, c'est remettre en question toutes les croyances de la personne en une seule fois. Tu te rends bien compte que pour qu'une personne en arrive à remettre en question toutes ses croyances, à remettre en question tout ce qu'elle a appris tout au long de sa vie, etc., pour qu'elle arrive à faire ça, c'est pas en se faisant engueuler qu'on va avoir du résultat, quoi. Pour réussir à faire ça, il faut du temps. Il faut toujours s'ancrer dans le réel de la personne à elle. Il faut comprendre d'où elle vient, d'où elle part, c'est quoi ses conditions d'existence, qu'est-ce qui l'a construit, comment elle vit aujourd'hui, quels sont les capitaux qu'elle challenge pour réussir à avoir de la valeur dans cette société. Voilà, il faut comprendre la personne avant d'essayer de vraiment lui imposer un discours. Okay. Parce que si tu essaies d'imposer un discours, si tu prends pas le bon angle, ça peut marcher que tu aies le bon angle du premier coup, mais si tu prends pas le bon angle, ça risque d'être compliqué. Et la personne risque de se braquer. Donc moi, ma solution, c'est juste poser des questions aux gens. Lui dire, je sais pas, t'as pas remarqué que ceci, que cela? Et si la personne, elle dit, ouais, mais peut-être, là, tu peux reposer une question derrière en disant, moi, j'ai l'impression que ça arrive souvent. Je me dis que c'est quand même bien pratique pour telle personne et telle personne, ou tel groupe, qu'on feuille toujours faire ça. Enfin, voilà, ce genre de truc, tu vois. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. En inter-individuel, on n'a pas beaucoup plus à faire. Après, dans un cadre militant, tu continues de faire ce que tu fais de mieux. Hein. Il y a plein de manières de militer différentes. Il y a plein de manières d'essayer de transmettre un message à grande échelle différente. Et chacun doit trouver celle qui lui convient et qui fonctionne le mieux avec son public, j'imagine. Ouais, néanmoins, merci beaucoup pour ton avis. Je suis toujours en chemin, moi, dans mes réflexions, dans ma façon de faire, dans ma façon de penser même. Vraiment tout le temps, je suis assez rarement arrêté. Et je me pose des questions en ce moment justement sur la meilleure façon de faire. Donc voilà, merci pour ces propos. Je les réécouterai, je pense, quand je sortirai la vidéo. Parce que je pense que ça pourrait m'aider. Parce qu'effectivement, mon angle d'approche, parfois assez radical, assez musclé contre les masculins, a un sens, bien évidemment. Surtout quand ils appellent au viol, je pense que je suis vraiment dans mon bon droit d'y aller vraiment avec les muscles, entre guillemets, d'y aller de façon un peu directe. Mais il faut pas que j'oublie que c'est pas que mon public, quoi. Donc merci, ça va me faire cheminer un petit peu. Pas de souci. Je suis en train d'écrire une liste de livres que je pense bien à écrire pour les gens qui demandent dans le chat. Super. Après, moi j'en partage assez souvent aussi dans les vidéos, mais je pourrais toujours faire un copier-coller si nécessaire. Merci pour l'abonnement Southshine et Renflement Rouge-Brun. On avance un petit peu dans la vidéo. A besoin d'être conscientisé pour être visible, en particulier par ceux qui ne la subissent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des hommes ne perçoivent pas les avantages dont ils bénéficient. Ils ne conscientisent pas ces avantages. Du coup, forcément, ils comprennent pas pourquoi on leur dit qu'ils ont des privilèges et pourquoi on leur reproche de les nier. Ils le comprennent d'autant moins que, comme Kimmel l'a expliqué, ils ont globalement le sentiment intime d'être impuissants, voire inutiles par rapport aux femmes. Et c'est aussi ce qui ressort des témoignages d'hommes que l'on peut lire sur Internet. Avant de lire les témoignages, quid des personnes comme Bec BD, tu vois, type qui a tout. Tu as l'air d'être quelqu'un vraiment profondément empathique, d'avoir une démarche très empathique pour te mettre toujours à la hauteur de la personne à laquelle tu parles. Est-ce que tu penses vraiment qu'il ignore ces privilèges-là ? Qui n'en est réellement pas conscient, un type comme lui? Bien sûr. Mais après, lui, c'est différent, parce que lui, il a un intérêt très concret à maintenir le système D'où ma comme question. il est. Donc lui, c'est très différent d'une personne lambda. Mais en fait, la première chose à savoir, c'est que pour réussir à convaincre des gens, il faut y croire soi-même.
Moi, je suis persuadé, tout en sachant que je pense qu'ils savent qu'ils sont des ordures, hein, mais les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont beaucoup de pouvoir, ils croient en leurs conneries. Hein. Vraiment. Hein. Ils y croient. Après, ils savent que, à mon avis, on a un sacré paquet qui doivent savoir à quel point ils sont cyniques et se rendre compte qu'ils abusent complètement, mais qu'ils n'en ont rien à foutre. Mais en ce qui concerne leur logiciel idéologique, ils y croient. Ok. C'est un peu ce que Samuel Ils y croient parce disait, que, en fait, s'ils y croyaient, enfin, il y a aussi ce truc-là, c'est que ils sont dans un environnement où tout le monde y croit aussi. Vous voyez, ils sont eux aussi prisonniers de leurs propres conditions matérielles d'existence, de leurs propres croyances, de leurs propres. C'est des humains. Ouais. Ils sont dans un monde où tout le monde pense la même chose, tout le monde répète la même chose, eux aussi. Donc, ouais, je pense sincèrement qu'ils y croient. Mais et très honnêtement, je connais ce réflexe d'essayer de se demander, mais est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce que c'est pas juste des connards? Je connais ce réflexe-là, je l'ai eu pendant longtemps, mais j'ai un conseil pour tout le monde, c'est abandonner ce réflexe. Parce qu'on s'en fout de ce que les gens ont dans leur tête. Et ça change rien, en fait. Qui s'y croit, qui s'y croit pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur bonne foi? On s'en fout. Et vraiment, les intentions des gens, moi, c'est pas du tout un critère que j'utilise pour juger ou pour me placer, sauf dans l'interpersonnel et l'individuel. Mais en termes de discours militant, je crois pas que ce soit très pertinent. C'est rigolo de faire un peu de psychologie de comptoir, mais bon, ça nous permettra pas d'avoir des réponses, quoi, à aucun moment. Ok, c'est très clair. Du coup, là, on va lire, pour le coup, des témoignages d'hommes qui ne sont pas du tout dans la position de Bec BD. Mais alors, si les femmes peuvent faire la plupart des choses que les hommes font, en mettant de côté la force physique ou le refus personnel, et qu'elles seront valorisées quel que soit leur niveau de compétence, alors quel est le sens de mon existence en tant qu'homme ? Dans ce témoignage, l'auteur se trompe en prétendant que les femmes, quel que soit leur niveau de compétence, seront applaudies dans notre société. La vérité, c'est que les femmes sont globalement bien plus critiquées que les hommes dans à peu près tous les domaines. Néanmoins, la réflexion proposée est intéressante pour notre sujet. Si les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, alors que reste-t-il aux hommes pour se sentir exister? En quoi sont-ils utiles? Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font aujourd'hui. Elles peuvent être maçonnes ou chefs de travaux et retaper des maisons à elles toutes seules. Elles peuvent être bûcherons et couper des arbres hyper grands et hyper lourds. Elles peuvent être des femmes de pouvoir politique et violer d'autres femmes. 2 plaintes pour viol déposées contre la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou. Les faits auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Et elles peuvent également faire preuve de sadisme et de cruauté. Lorsque des invités venaient rendre visite à la famille Villaos, elle donnait en spectacle son adresse au tir en abattant des détenus du camp pour le plus grand plaisir des autres. Elle n'est pas la seule à avoir fait ça. Des épouses de commandants dont la villa se situait près ou à l'intérieur du camp, avec un balcon, les tirs depuis le balcon jusque dans le camp. Cette scène était plutôt commune en fait. Les femmes. Est-ce que pour répondre à cette partie précise, il ne faut pas tout de suite entraîner la personne qui utilise ces arguments-là en expliquant que ce qui fait système, même si ces exemples-là que tu donnes existent, ce qui fait système, ce n'est pas la violence féminine. Est-ce qu'on répond comme ça? Ou est-ce que tu as une autre façon de répondre à ce genre d'arguments? Parce que je les entends aussi, ces arguments. Il y a des gens qui diraient que c'est les femmes qui sont plus violentes, c'est ça? Disons que ils vont dire oui, Foualier, tu parles tout le temps des violences masculines et les violences féminines. Et moi, je réponds tout le temps le même argument. Oui, je sais qu'elles existent, évidemment. Je sais qu'il existe des hommes qui subissent de la violence, parfois même de la violence sexuelle par certaines femmes. Je sais que ça existe, mais je m'intéresse à ce qui fait système, à ce qui me semble être consécutif au patriarcat. Est-ce que tu penses que c'est un discours? Mais en fait, oui. Je pense que, excuse-moi du coup, je vais te dire que tu as tort. Je suis désolée. Non, au contraire, explique-moi, je suis très curieux. Les violences féminines font partie du système. Font partie du système parce qu'elles n'émergent pas pour les mêmes raisons que les violences masculines et elles se manifestent différemment. Mais en ce qui concerne les femmes qui agressent sexuellement des hommes ou les femmes meurtrières,
En fait, c'est juste que ça arrive tellement peu souvent que c'est anecdotique. Effectivement, ça fait pas partie du système. Mais il y a effectivement des violences de femmes qui font système. Et là, entre autres, celle qu'on vient de voir, c'est celle sur les nazis. Bah, c'était des femmes, comme je l'ai dit, qui baignaient dans un univers nazi. Et pour elles, tuer du juif comme un lapin, c'était tout ce qu'il y avait de plus naturel, quoi. C'était comme ça, ils vivaient dans ce monde-là, en fait. Ils étaient arrivés à une telle déshumanisation des personnes enfermées dans les camps que pour eux, c'était parfaitement normal, quoi, ce qui était en train de se passer. Il n'y avait pas à être choqué. Et c'est ça que après, tu entends quand tu dis qu'il fait système, du coup. Parce que moi, quand j'entends qu'il fait système, j'entends majoritaire, du coup. Mais encore une fois, c'est peut-être moi qui comprends mal le... Non, enfin... Est-ce que t'as tort de penser que les viols que les femmes produisent font pas système? Bah non. Non, effectivement, ça fait pas système. J'ai été un peu dur, mais je pense que en fait le truc c'est que je suis assez persuadée du fait que les femmes elles vont pas violer n'importe quel homme non plus. Et que peut-être que il y a certaines femmes, hein, pas les femmes, certaines femmes, et qu'il doit y avoir aussi des rapports de pouvoir qui sont en jeu dans ces dominations-là. Qui échappent du coup d'après toi, à l'explication monocausale du patriarcat, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Ça c'est un truc sur lequel il faut que je chemine, tu vois, parce que spontanément j'ai envie d'être en désaccord avec ça, mais il faut que je chemine, il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je réfléchisse. Mais en fait, le truc c'est que pour répondre à ce genre de choses, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis bah oui, ça existe, mais personne n'a dit que ça n'existait pas. Et en fait, je pense qu'il faut même pas essayer de changer le sujet. Tu vois, quand il y a une personne qui te répond ça, faut l'admettre, faut dire oui, et c'est grave en fait. C'est grave que ça arrive. Et pour lutter contre ça, il faut lutter contre les viols en général. Parce que quand on inscrit la définition du mot viol dans la loi, on ne l'inscrit pas que pour les femmes. On l'inscrit aussi pour les hommes. Donc lutter contre les violences sexistes et sexuelles que subissent dans la très large majorité les femmes, ça permettra aussi de lutter contre celles qui sont contre les hommes. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que en fait, 80% des viols subis par les hommes ont été faits par d'autres hommes, en fait. C'est des viols c'est des hommes qui sont violés par des hommes. Donc ça aussi, tu vois, c'est important à rappeler quand on te parle des hommes qui subissent des violences sexuelles. C'est que oui, mais les gars, en fait, on se fait du mal entre nous aussi, quoi. Là-dessus, on est sur la même... en fait, complètement c'est global. Oui. Oui, Isma, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je pense que j'ai fait le tour. Après, j'étais un peu dur avec toi en disant que tu te trompes. Oh là, en fait, non, si Léo, tu veux, je me suis mis à la place. Je me suis mis à Ouais, mais je me suis mis à la place du gars qui entend ça, qui entend ta réponse en mode je m'intéresse à ce qui fait système. Je pense que c'est un peu dur. Tu vois, si la personne a effectivement vécu des trucs graves et tout, c'est un peu dur, et je pense que il faut pas délégitimer cette expérience en disant ça ne fait pas système. Je pense qu'il faut juste la réintégrer dans un ensemble plus large, en mode oui, ça existe et c'est grave. Tu vois, déjà rappeler que en fait un homme qui subit un viol, c'est tout aussi grave qu'une femme qui subit un viol. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Donc oui, c'est grave, il faut lutter contre, mais maintenant remettons ça justement dans le système. On voit que les agresseurs sont majoritairement des viols, et on voit que si on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on luttera nécessairement contre celles-ci aussi, même si on en parle moins. Et on en parle moins juste parce que ça arrive moins souvent. Voilà. Après, à l'évidence, quand je reçois un témoignage d'un homme qui me parle d'un viol, bien évidemment que je ne détourne pas le sujet et que je... Enfin, bien entendu. Oui, non, mais je me doute, hein, t'as fait la réponse rapidement, je me doute, t'inquiète pas. Non, c'est plutôt le contre-argument de oui, les femmes aussi, parfois elles violent. Oui, d'accord, un truc... Voilà. Bon, peu importe. Merci pour ta réponse en tout cas. Mais si t'es pas d'accord avec moi, t'as aucun mal à dire que tu penses que je me trompe. Non, vraiment... mais en fait, tu vois, genre l'exemple qu'on a mis dans la vidéo où c'est une nana qui viole, elle le fait dans le cadre où elle est dans une position de pouvoir, elle est gynécologue, elle peut exercer une forme d'autorité sur des femmes qui sont vulnérables à ce moment-là, et dans ce cadre-là, elle a effectivement violé. Eh bien, je pense qu'il y a Je pense que tout est dynamique de pouvoir, en fait. Tu vois, vraiment, j'en suis assez persuadée de cette histoire de dynamique de pouvoir. Et je pense que une femme qui viole un homme, c'est qu'elle en a aussi le pouvoir à ce moment-là. Et il y a des dynamiques de pouvoir qui entrent en jeu. Et c'est pour ça que
un homme qui subit un viol, ça relève aussi du systémique. C'est pas quelque chose qui peut être en dehors. Je comprends ce que tu veux dire, c'est beaucoup plus clair, ok. Est-ce que j'avance du coup sur ton interprétation de l'interview? Les femmes peuvent faire tout exactement comme les hommes, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Cependant, l'inverse est moins vrai. Ce n'est pas parce que les hommes sont pas capables... Alors là, tu vas dire un truc que j'adore, c'est vraiment un passage de la vidéo que j'aime le plus, Léo, c'est que tu fais une critique de la masculinité et de la vérité entre hommes, et je trouve ça absolument remarquable. C'est vraiment tout ce dont j'essaye de parler qui, je trouve, en fait, que tu arrives à théoriser. Enfin bon, voilà, j'invite vraiment tout le monde à être attentif, à lâcher le clavier et à écouter. Ou moins intelligents que les femmes, qu'ils ne font pas ce que les femmes font. C'est parce que s'occuper des enfants, des vieux, des malades et du ménage, bah ça reste un truc de femme. Et les trucs de femmes, nous les hommes, bah on trouve ça un peu chiant quoi. Et puis si on faisait des trucs de femmes, on risquerait nous-mêmes de devenir des femmes, voire pire. C'est le discours de Delphine Wheeler, ça, hein. C'est très bien. Garder son rang dans l'entreprise quand on est un homme. Ouais, ça j'aime beaucoup en rigoler aussi. Hein. Ouais. C'est mon petit plaisir d'en rire pour montrer à quel point vraiment... Et si on se lâchait un peu la grappe les uns les autres, si on était un peu contents pour nos potes qui se mettent à la couture et au dessin, là, est-ce qu'on pourrait pas juste être cool les uns avec les autres et juste être heureux les uns pour les autres au lieu d'essayer tout le temps d'être en compétition et de se rabaisser? Alors c'est sympa le taunt, je suis le premier à kiffer l'humour troll et taunt. J'adore ça, quand on se fout un petit peu de la gueule des uns des autres quand c'est gentil. Mais il faut aussi connaître les limites et faut aussi savoir s'arrêter. Oui, et puis j'aime énormément ce discours que Delphine Wheeler dénonce, tu sais, finalement les hommes ont peur de se féminiser. Ils ont peur de devenir des femmes s'ils ne se comportent pas comme ils imaginent être des femmes. Comme ils imaginent devoir être un homme, je te recommande En tenue d'Ève de Delphine Wheeler là-dessus, qui est assez amusant. Ok, merci. Du sport, plutôt qu'on s'occupe de ses enfants. Dire je vais là à la piscine parce que je dois m'entraîner pour mon Ironman, c'est super valorisant. Dire je dois y aller là maintenant parce que je dois m'occuper de mes gosses, ben en face les gens vont dire c'est inintéressant, un faible. Ouais. Oui, je pense qu'il y a dans l'idée des gens, c'est ça, c'est une certaine... ils s'imaginent qu'on a une certaine faiblesse. On le fait, ça veut dire qu'on le fait à la place de son épouse. Dans l'imaginaire collectif, le rôle social des femmes, c'est toujours de s'occuper du travail de soins. Un travail mal ou pas rémunéré et surtout méprisé. Mais un travail qui permet aux femmes d'avoir un rôle, une utilité distincte de celle des hommes. Et on appelle ce rôle social des femmes le rôle de genre féminin. S'il existe un rôle de genre féminin, il existe nécessairement un rôle de genre masculin. Pour comprendre comment les hommes trouvent de l'utilité et éprouvent leur valeur dans la société, le mieux reste encore de s'intéresser à ce qu'ils disent eux-mêmes du sujet. J'ai une entreprise et je travaille dur. Je crois que j'ai tous les attributs qui feraient de moi un bon petit copain, mari et père. Mais parce que j'ai un très petit revenu, aucun de ces attributs ne compte. Au final, je suis pesé, mesuré, valorisé en tant qu'homme et potentiel partenaire, presque entièrement en fonction d'un revenu annuel stable. Et si je suis pas à la hauteur des standards actuels, autant dire que je n'existe pas, que je n'ai aucune valeur. Et tu vois, par rapport à ce témoignage, évidemment que je partage, ce qui me rend malade, c'est qu'en fait, des coachs en séduction incel les utilisent, ce type de témoignage, pour dire, regardez, les femmes, en fait, elles s'intéressent qu'au fric, donc, comme vous n'en avez pas beaucoup, évidemment, ils disent ça à des mecs qui ont payé 200 balles des formations pourries, on va vous apprendre à être des alphas, pour pouvoir prendre le dessus là-dessus. Et ils me répugnent vraiment, ces gens-là. Ils sont absolument répugnants. On ne met jamais un pied là-dedans. c'est vraiment à s'arracher les cheveux tous les jours. J'ai un pied bien dedans, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils utilisent ça pour justifier que les femmes s'intéressent qu'à l'argent. Mais c'est pas une justification, c'est un témoignage. Oui, c'est ça. Ça illustre ce que les gens pensent, mais ça explique que dalle. Enfin, leur niveau d'argumentation, il est éclaté. Hein. Ah non, mais complètement. Mais ils ne se basent que là-dessus, tu vois. Ils se basent que sur les trucs comme ça. Ouais. Et c'est dangereux. Ouais. Que je suis un homme gâché, un sous-homme. La gentillesse, la générosité, l'intégrité, l'honnêteté, tout ça, c'est que la cerise sur le gâteau. Tu n'es rien en tant qu'homme aux yeux des femmes si tu ne gagnes pas XXX de salaire annuel. L'auteur du témoignage ici se méprend. Il dit n'avoir aucune valeur dans les yeux des femmes parce qu'il a un faible revenu. Alors qu'en vrai, c'est pas
aux yeux des femmes que les hommes pauvres sont des échecs. C'est aux yeux d'absolument tout le monde. Dans son cabinet de recrutement... Et là, par contre, tu dresses une critique que moi, je ne dresse pas encore. Tu dresses une critique beaucoup plus politique que moi, sur laquelle il faudra que j'aille un jour. C'est nécessaire. Et sur laquelle il va falloir que je me mouille, quoi, parce que je sais que c'est aussi ce qu'on attend de moi. Et il va falloir que je rentre, que je parle de la pauvreté. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que quand on étudie les procédés de conjugalisation, ça c'est François de Singly qui l'a montré, c'est qu'en fait dans les couches populaires, donc les moins bien payées en France, il y a à peu près le même taux de conjugalisation que dans les classes bourgeoises, plutôt la classe moyenne qui se conjugalise moins. Du coup, voilà, il semblerait qu'il n'y ait pas de lien direct, en tout cas, entre la possibilité d'être en ménage et des faibles revenus. Ah, ok. Non, mais alors, en fait, la bourgeoisie, elle a un intérêt à conjugaliser, c'est l'héritage, et les prolos, ils ont un intérêt à conjugaliser, c'est la solidarité. Il n'y a que la petite bourgeoisie qui s'en bat un peu les couilles. Voilà mon analyse. D'accord, ok. C'était cadeau. Lucille est spécialisée sur les Non, femmes. en vrai, c'est vraiment pour des raisons très différentes qu'il y a de la conjugalisation dans les différentes classes sociales, donc c'est un petit peu compliqué de tirer la moindre conclusion de ça. Ça marche. Salut Proxima, salut Margot. Margot aussi, je confonds, c'est une de mes élèves aussi, je crois, Margot. Merci d'être présente ce soir. Beaucoup gagnent plus que leur mari. Avec elle, nous nous sommes livrés à un petit test. Elle a envoyé aux 1000 femmes de son réseau un questionnaire pour savoir comment le couple le vivait. Et les réponses nous ont sidérés. Et là, tu vois, c'est super parce qu'on m'a envoyé aujourd'hui même, justement, Léo, un article, des nouvelles news qui parlent précisément de ça, voilà. Qui corrige un titre du Parisien donc voilà, c'est amusant. C'est assez amusant que je tombe sur ta vidéo le même jour qu'on m'envoie cet article-là. Je le commenterai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ok. Comment vivez-vous cette situation ? Oui, je t'en prie. En fait, j'aurais bien aimé montrer le documentaire entier parce qu'il est hyper intéressant. Il montre que c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment les hommes bourgeois qui supportent le moins la réussite de leurs femmes. Les hommes prolos, ils en ont un peu plus rien à foutre, tu vois. Ils sont, de toute manière, on n'a rien. Bon, un peu plus, c'est toujours cette prix, quoi. Voilà, c'est plutôt le mental qui. Après, il y a quand même une histoire de fierté, mais ce qui est certain, c'est que c'est dans les milieux les plus hauts de la société où ça va le plus crisper, que ce soit la femme du foyer qui gagne le plus. Ok, ça paraît assez cohérent. Merci pour l'abonnement, Trader GTO. Situation. Quels sont les effets induits ? Cela reste tabou. Quel regard porte votre entourage sur votre couple ? Notre différence est une curiosité dans notre entourage. Et votre conjoint ? Moins bien vécu par mon conjoint qui n'aime pas être entretenu. Je ne le vis pas bien, car cela baisse dans mon imaginaire la virilité de mon mari. Les gens pensent que je castre mon mari, sans m'en rendre compte. Si on est autant attaché à l'image de l'homme qui réussit, c'est parce que, historiquement, le rôle de genre des hommes, leur utilité dans notre société, c'est de travailler et de subvenir aux besoins de leur famille grâce à leurs revenus. Alors ça, c'est très vrai, du coup, ça a été étudié en sociologie de la famille, justement, dans la période qu'on appelait la première modernité, où effectivement, c'est très précisément ce que tu décris, Léo. Ils parlaient même, les plus radicaux, on va dire, les sociologues, des hommes qui géraient la vie sociale et des femmes qui géraient la vie intérieure, la vie domestique. Ils extrapolaient sur énormément de choses. Voilà, ça c'est très juste, effectivement. Et puis, voilà, beaucoup de luttes, la tertiarisation des métiers, le contrôle les femmes qui peuvent contrôler leur propre corps, ouvrir un compte en banque, etc., a changé ça. Donc ouais, ça c'est très juste. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de lire des gens, justement, des sociologues de la famille. C'est assez intéressant de voir le regard qu'ils portaient dans les années 80 sur les changements dans la société, justement, et de savoir à quel point ils étaient critiqués, justement, pour... comme les sociologues sont toujours critiqués, en fait, dès qu'ils parlent d'un sujet qui va un petit peu à l'encontre de la doxa, quoi. Non, j'ai pas eu l'occasion, mais ça m'a l'air très intéressant. Je verrai un petit peu. Je t'enverrai ça avec plaisir. Ce qui est attendu des hommes par tous et toutes, c'est donc de réussir à faire de l'argent. Oui, parce que réussir à éduquer un enfant en lui donnant de l'amour, de l'attention, afin qu'il soit pas déglingué une fois arrivé à la majorité, c'est pas de la réussite, ça. Ça n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte pas
de thunes. Et le seul moyen pour un homme d'être considéré en tant que tel, c'est de faire de la thune. Le truc, c'est que pour faire de la thune, il faut un travail. S'accomplir en tant qu'homme nécessite donc forcément une réussite professionnelle. C'est en tout cas ce que confirme le chercheur Jean-Yves Desgagnés dans son travail sur les masculinités. En 1982, O'Neill affirmait que le travail et la carrière d'un homme étaient perçus par les hommes eux-mêmes et par la société dans son ensemble comme la mesure étalon de sa masculinité. Succès, compétence, accomplissement. Est-ce que tu accepterais de me l'envoyer, ça? Je le lirai avec beaucoup de plaisir si tu l'as sous la main, en PDF. Ouais, je pense que je peux te l'envoyer, ouais. Avec plaisir. En milieu de pauvreté, à plus forte raison, l'homme pourvoyeur était le modèle de l'accomplissement de soi masculin. Les chercheurs australiens Paris et Vickers estiment que, encore aujourd'hui, dans plusieurs cultures occidentales, l'homme a toujours un rôle de pourvoyeur et que son entourage s'attend à ce qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Si réussir à être un homme passe par le fait d'avoir un travail pour faire de l'argent, alors la pauvreté est un échec et une privation de masculinité. Du coup, paradoxalement, être un homme, c'est pas accessible à beaucoup d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, réussir à avoir un revenu qui permette de subvenir aux besoins de femmes et enfants, c'est pas facile. Ça l'a d'ailleurs jamais été. Mais depuis plusieurs décennies, les perspectives pour réussir, elles ont tendance à largement se réduire. Après 60 ans de politique néolibérale et la précarisation toujours plus intense des travailleurs et des travailleuses, on n'a plus l'espoir d'un jour réussir à faire suffisamment d'argent pour être un homme accompli. Le rôle de genre des hommes dans la société est un rôle qui est matériellement inatteignable pour la majorité des hommes. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, pour ça, du coup, Léo? Qu'est-ce qu'on fait justement pour essayer de déconstruire ces stéréotypes qui sont extrêmement nocifs, comme tu le dis, pour la totalité des hommes qui sont obligés de travailler pour avoir un salaire? Moi, je vais rien déconstruire du tout, hein. Je suis pas là pour ça. C'est pas une question de déconstruire ou reconstruire, c'est interroger son propre rapport à soi-même. En fait, c'est une démarche qui est vraiment très personnelle, hein. C'est pas, tu peux pas dire à quelqu'un demain arrête de penser que ta vie tourne autour de l'argent, arrête de voir ça comme une finalité. Tu peux le suggérer à quelqu'un, mais dans l'absolu, c'est un travail qui est avant tout personnel, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis en plus, c'est bien joli de dire aux hommes d'en avoir rien à foutre, qu'ils aient de l'argent, mais les autres, déjà les autres hommes et les femmes, parce que pour les femmes aussi, c'est encore beaucoup dans la tête que ça doit être l'homme qui gagne plus, qui rapporte la thune à la maison. Donc du coup, tu vas être en désaccord avec pas mal de monde et ça a un coût social. Et du coup, tu vas devoir naviguer avec ces injonctions contradictoires. D'un côté, ta volonté sincère de ne plus penser que c'est si important que ça. De l'autre côté, la pression de la société. Et c'est pas facile, en fait. C'est un peu complexe, en particulier pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice-là. Donc, courage, hein, tout le monde, hein. Voilà. Mais pourtant, c'est là qu'on a peut-être un point de désaccord et que moi je suis peut-être un peu idéaliste du coup, mais pourtant, si on est militant, c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'on aimerait voir des changements dans ces mentalités. Il faut qu'on réfléchisse à comment. Mais moi je critique pas les mentalités. Moi je change pas les mentalités, moi. Moi j'exige qu'on change les structures de pouvoir. Voilà, c'est la grosse différence. Je dois convaincre un maximum de personnes déjà de ne pas aller à l'extrême droite. Et ensuite de s'intéresser au projet politique global que je porte dans mon travail militant. Mais si tu veux, je suis plus dans une bataille culturelle que vraiment l'espoir de changer les mentalités. Et pourtant, tu vois, moi j'entends un discours très militant, très fort dans tes propos. En fait, c'est qu'il faut changer les mentalités, mais pour changer les mentalités, il faut que le discours que je porte et que tout le monde porte devienne dominant. Exactement comme l'est devenu le féminisme de ces dernières années. Il faut que les sujets qu'on porte soient discutés et que ce soit notre version de ces sujets-là qui domine les discours et les discussions. Et on est vraiment dans une stratégie de bataille culturelle. Mais au niveau des mentalités individuelles, s'il y a quelqu'un qui me dit demain
tes vidéos, elles servent à rien, elles m'ont pas convaincu, elles me convaincront jamais. Je suis en mode, qu'est-ce que ça me fout? En fait, je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que Numérama retweet mes vidéos, pour qu'il y ait d'autres influenceurs qui disent que mes vidéos c'est basé, pour que de plus en plus de gens disent que la même chose que moi, sans forcément se référer à moi. J'ai pas intention de devenir un héros, mais que cette histoire de féminisme, de capitalisme et tout le monde en parle de plus en plus grande échelle, et qu'une fois qu'on arrive à un événement clé de changement des structures de pouvoir, eh bien, ce soit ces idées-là qui l'emportent dans le changement qui découlera. Télérama, ouais. Ouais, j'ai vu C'est ça. pas Numérama, c'est Télérama. Bravo d'ailleurs. Mais alors du coup, encore une fois, quand je dis qu'on est en désaccord, je ne sous-entends pas du tout, merci pour la bande Dunkman et Waf Waf, que tu as tort, c'est pas du tout ce que je sous-entends. Au contraire, moi je suis en cheminement, mais en fait, comment on s'y prend si on commence pas par essayer de parler aux gens en espérant que notre discours arrive à les convaincre? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, les gens individuellement, ils n'ont pas de pouvoir. Tu vois, en fait, collectivement, c'est ça, justement. on a du pouvoir, on a un pouvoir collectif. Notre pouvoir, il est ce qu'il est parce qu'on est ensemble. Et c'est pour ça que je m'intéresse pas trop au changement des mentalités individuelles. En fait, c'est un peu étrange. On change pas le monde sans changer les gens. Ouais, oui, d'accord, ok, d'accord. Non, mais je veux bien, mais en attendant, si t'as pas de médias pour changer les gens, s'il n'y a pas de loi qui régule les discours haineux dans le champ médiatique, tu vas avoir des discours haineux dans tous les sens et les gens, ils vont être influencés par ces discours haineux, en fait. Je suis désolée, je suis vraiment dans une bataille culturelle. J'entends, mais du coup, c'est précisément parce que des personnes ont été individuellement convaincues, tu vois, de l'existence du viol, par exemple, comme un fait social, suite à MeToo et Balance ton porc, que les gens s'en sont emparés politiquement, j'en suis convaincu. Non, je suis désolée. Bah non, je t'en prie, En fait, non, c'est une vision très idéaliste de l'histoire qui avance d'elle-même vers des lendemains meilleurs. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, oui, il faut un peu des deux. Dunkman, déjà, je suis d'accord, il faut un peu des deux, mais typiquement, je vais prendre la fin de l'esclavage. Désolée de prendre un exemple aussi radical, mais la fin de l'esclavage, c'est pas parce que les Blancs, ils se sont dit soudainement « Oh, c'est une bonne idée, on va arrêter l'esclavage », parce que soudainement, on s'est vu pousser une conscience, là, et c'est formidable, et c'est beau, machin, tout ça. Non, c'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des luttes, il y a eu des morts, il y a eu des combats, des révoltes d'esclaves, et qu'au bout d'un moment, il y avait tellement de révoltes que c'était plus du tout tenable pour le pouvoir blanc de maintenir cette situation. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais justement, tu fais pas un parallèle avec cette prise de conscience de la société sur la question du viol, justement? Oui, il y a une prise de conscience de la société, mais en attendant, comment t'expliques que rien ne bouge? Ah bah oui, ça je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que moi je suis absolument convaincu que une des raisons pour lesquelles cette question, elle est maintenant reprise, la question du viol comme truc systémique, c'est parce que collectivement on s'en est emparé et qu'il n'avait plus le choix. Après, politiquement, j'ai pas la solution. Politiquement, c'est probablement toi qui as raison de faire comme tu le fais. Mais du coup, oui. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai raison ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que exiger des changements, c'est pas quelque chose qui se fait petit à petit en changeant les personnes individuellement et en les convainquant de se rallier à la cause. Ça, j'en suis vraiment persuadée et c'est possible que je me trompe. Moi, j'ai une vision qui est beaucoup plus, comment dire, ancrée dans l'idée que tout est rapport de pouvoir et qu'il faut qu'on obtienne du pouvoir pour pouvoir faire changer la société. Et je ne vais pas obtenir du pouvoir si j'ai réussi à convaincre Monsieur Michon que violer des femmes, c'est pas bien, et qu'il va arrêter de le faire. Voilà. Si ça s'arrête là, l'enjeu, moi, je ne considère pas que je sers à grand-chose. Moi, ce que je veux, c'est faire comprendre à Monsieur Michon que non seulement il y a un système qui l'a convaincu que violer, c'est OK, mais qu'en plus, ce système la lui fait à l'envers à lui aussi et qu'il doit se joindre à nous pour unir nos forces et combattre ce système de pouvoir ensemble. Donc, tu vois, c'est pas un changement de mentalité, c'est vraiment faire en sorte que tous les discours qu'on a deviennent dominants et que Monsieur Michon n'ait d'autre choix que d'y adhérer. Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que, quelque part,
Si on divise ce travail un peu en deux, entre guillemets, moi je suis que sur un deux terrains. Je me flagelle pas, je suis très content de ce que je fais. Non, parce que toi, ce que tu fais, ça participe à la bataille culturelle. Ton contenu, peut-être que tu vas convaincre des gens un par un et peut-être que c'est comme ça que tu procèdes dans la tenue de ton discours, mais n'empêche que ton contenu, il est accessible à plein de gens et que ça va impacter des gens et ça va rentrer en résonance avec ce que d'autres personnes comme moi font. Et du coup, tout ça, ça s'inscrit dans la grande bataille culturelle. C'est-à-dire qu'on est proactif dans cette bataille culturelle à partir du moment où on essaie de convaincre des gens à large échelle. Mais si tu veux, c'est juste qu'on n'a pas la même finalité. Toi, tu as la finalité de changer les mentalités. Ça, moi, exactement. ma finalité, elle est de renverser les structures de pouvoir et de les remplacer par d'autres. Moi aussi, bien évidemment, mais peut-être que je le vois par une Mais fenêtre peut-être petite. On a juste un discours qui n'est pas axé sur la même finalité. Mais dans l'idée, non, ce que tu fais, c'est tout aussi bien que moi, mais c'est juste une technique différente. Mais ça entre dans cette bataille culturelle-là. Ok, je pense que... Le chat sera d'accord avec moi, mais en fait, Léo, tu reviens quand tu veux. Hein. C'est passionnant. Une discussion qui est très importante pour moi. tu es le bienvenu vraiment quand tu veux, hein, quand tu le souhaites. Hein. Bah écoute, c'est un plaisir. J'ai l'impression d'être intelligent, du coup, ça me fait plaisir. Disons qu'en fait, c'est ça qui... C'est la journée là. C'est vraiment... En fait, c'est ça qui est intéressant quand on discute avec non seulement des personnes intelligentes en général, mais aussi... Non, mais je suis pas plus intelligent, mais là, je me fais saucer, ça s'entend que tu es intelligent, enfin ça s'entend, mais surtout des personnes qui ont un... C'est aussi pour ça que j'ai invité Monsieur Sam il y a 2-3 jours. C'est pas tant pour ses contenus que pour sa capacité finalement moi à me faire bouger aussi intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est important pour moi d'être toujours en mouvement, toujours en mouvement. Et voilà. Et là, là il y a des ça m'aide. Et après je pense qu'il va falloir que je le réécoute parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais... Ouais, et puis moi, peut-être que tu as l'impression que je suis basé, mais il y a moyen que je me sois contredit en cours de route. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Oui, bon, après, on est en live, ça fait déjà 1h15 qu'on parle. Après, si j'en reparlais derrière, j'aurais toutes les explications du monde pour te dire ce que j'ai voulu dire, mais en live, c'est obligé, j'ai fait des couilles quelque part. Oui, mais on en parlera avec plaisir d'ailleurs, parce que j'ai des questions, je les pose pas parce qu'on n'est pas du tout sur le champ du sexisme, mais j'ai des trucs qui me trottent en tête quand même. Ok. Merci Nono, oui voilà, très intéressant, c'est gentil de votre part. J'avance la vidéo, on est qu'à la moitié, je te prends pas trop de ton temps, tu es sûr? Non, t'inquiète, pour le moment ça va. Ok, ça marche, bon c'est adorable. Allez, je continue. Dans les sociétés où la réalisation de sa masculinité passe avant tout par faire de l'argent, donc par le travail, eh bien le chômage et la marginalisation vont mettre une pression énorme sur les épaules des hommes du point de vue de leur masculinité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau individuel, la pauvreté, ça a comme conséquence de se sentir inutile et dénigré, une perte énorme d'autonomie et l'incapacité à réaliser ses projets et ses désirs. Or, il se trouve que ces 3 attributs sont des valeurs cardinales de la masculinité. Les hommes en situation de pauvreté vivent donc de plein fouet l'échec de leur masculinité en plus de leur situation économique. Lionel a vu des centaines de ses anciens collègues perdre leur emploi dans la sidérurgie. Attention, bon move, d'accord. La fin d'un monde industriel essentiellement masculin et ses dégâts collatéraux sur les hommes. En tant qu'homme, c'est difficile à rentrer à la maison et à dire à sa femme, bah voilà, j'ai perdu mon boulot, quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant dans ce que tu montres. C'est que la prémisse de cette phrase, c'est en tant qu'homme, alors que c'est dur en tant que personne de ne pas subvenir à sa famille, en fait, et d'avoir l'impression de ne pas avoir été utile, ou... C'est ça qui me rend malheureux quand j'entends ça aussi. C'est un mélange de stéréotypes et un mélange de détresse, quoi. Ça brise le cœur d'entendre ça. Voilà, moi je suis un homme, je sais de quoi je parle. Hein. Si demain, même si ma femme gagne plus, hein, si demain je rentre à la maison et je dis écoute, j'ai plus de boulot, bah voilà, effectivement, je serais gêné, c'est peu dire, j'aurais honte, ouais. Je pense que j'aurais honte. Franchement, je pense que j'aurais honte. Mais rien que le passage où on était en chômage partiel, où je travaillais une semaine sur 2, j'ai eu honte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même postulé à faire les vendanges en Champagne, parce qu'il fallait que je travaille. Et ce n'était pas pour une question de salaire, hein. C'était pas une question de salaire, c'était pas ramener de l'argent à la maison. Non, c'était de se dire, voilà, la fierté masculine, de se dire, bah non, je travaille une semaine sur 2, bah non.
Je peux pas rester là sur le canapé à ne rien faire. Il fallait que j'aille faire des vendanges. C'est également le constat que fait Sophie Dupéret dans son travail de recherche. Elle montre à quel point... Merci de citer Sophie Dupéret. J'ai déjà cité aussi, elle est brillante. Hein. Les hommes pauvres sont rongés par l'humiliation et la honte en tant qu'hommes. Cette souffrance est à la fois physique, on la ressent dans son corps, psychique, elle envahit l'esprit, ainsi que sociale, elle affecte les liens qui nous unissent au monde et à autrui. Pour ces hommes, être pauvre et bénéficiaire d'aide sociale équivaut à être dans une situation de dépendance envers l'État et génère un sentiment de perte d'autonomie. Ils doivent vivre avec la décision des autres, voir leur existence régie par les autres. Ils se sentent constamment évalués, surveillés, menacés de coupures et de sanctions, et ils doivent rendre des comptes continuellement. C'est Cassandre qui fait la voix off? Ouais, c'est Cassandre. Ah oui, je le reconnais. Je me disais bien que la voix me disait quelque chose. Okay. Du coup, en fait, on peut vraiment continuer la vidéo en même temps, mais en fait, il m'a apporté toutes les explications qui étaient, je pense, des contresens de ma part, qui me faisaient dire au départ que j'étais assez en désaccord. Mais je pense que je vais être plutôt d'accord avec le reste de la vidéo. On peut continuer à la regarder si tu le souhaites, mais on peut aussi arrêter là si tu préfères. Tu me dis par rapport à... Je sais pas, les gens, vous préférez quoi? J'en sais rien. C'est beaucoup de responsabilités à mettre sur mes épaules. De toute façon, je vais la regarder en entier avec le chat. Je veux la montrer en entier, cette vidéo. Ok. Eh ben, écoutez, c'est à vous de nous dire dans le let's chat. go, hein. Vas-y, de toute manière, en fait, je fais d'autres choses en même temps, donc vous inquiétez pas pour moi, je suis en train d'écrire un script en même temps, tout va bien. Oh bah écoute, bravo. On avance alors. En plus de vivre des sentiments de perte d'autonomie et d'incompétence, ils vivent l'humiliation d'être surveillés. Cette situation porte atteinte à leur intégrité, leur fierté et leur dignité. Ça donne un coup sur l'orgueil et affecte grandement le moral. On a déjà abordé le problème de la solitude des hommes dans la première vidéo de cette série, et on y reviendra. Pas d'offense, je me permets d'accélérer un tout petit peu parce que je peux pas tenir le chat le live très longtemps ce soir. Ouais, bien sûr. Comme on est très bavard. Hein, t'accélères autant que tu veux. Dans le détail dans d'autres vidéos. Mais pour faire court, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes n'ont pas d'amis. Bien sûr, ils ont des potes avec qui ils peuvent parler de sport, de filles, de jeux vidéo ou de politique, mais il manque réellement d'amitié solide, de personnes à qui se confier et qui pourraient leur venir en aide. Donc on en revient à l'article que je vous avais lu là-dessus, qui est très vrai, hein, sur la conception des rapports amicaux entre les hommes. C'est quoi cet article? C'est un article que j'avais lu qui expliquait en fait que je pourrais te retrouver facilement parce que je l'avais mis en favori, donc je vais le retrouver, qui expliquait que les hommes avaient une conception de l'amitié qui était presque utilitaire quelque part, où un ami c'était là pour soutenir dans les coups durs par exemple, et qui les percevait moins comme des compagnons de route par exemple. Ah ouais, hein, putain. Ouais. Okay. Je voudrais bien l'article s'il te plaît parce que j'ai une vidéo là-dessus qui arrivera plaisir. dans longtemps, mais ça m'intéresse de ouf. Bah, dès la fin du live je le retrouve et je te l'envoie avec plaisir. Trop bien, merci. Grave. Ce manque d'amitié combiné à la destruction des réseaux de solidarité masculins qui existaient encore dans les années 60 avec le syndicalisme et les tissus associatifs, eh bien ce manque il est dévastateur chez les hommes. Car si la précarité est le premier facteur d'isolement social, cet isolement devient extrême chez les hommes à cause de notre adhésion généralisée aux normes de la masculinité. C'est-à-dire que non seulement les hommes ont peu d'amitié forte, donc peu de réseaux de solidarité, mais en plus ils éprouvent une humiliation violente à demander de l'aide à des proches ou à des services sociaux. Ils sont souvent réticents à y avoir recours, et ce pour 3 types de raisons. D'abord par orgueil, qualifié par certains d'orgueil de mâle. Un homme est censé se débrouiller seul, ne pas pleurer ni être faible. Ils ne veulent pas passer pour des quiéteux. Ensuite, par méfiance envers les ressources ou par désillusion quant à la possibilité réelle de celles-ci de les aider. Ces croyances étant souvent alimentées par des expériences négatives vécues dans leur passé ou celui de leurs proches. Finalement, tout simplement, par ignorance, ne sachant pas que la ressource existe ou encore comment en profiter. Bah là, moi j'ai un exemple, je soigne des gens dans un endroit très très pauvre, à Dreux. Et je ne sais pas si c'est un rapport aussi culturel, j'ai des personnes qui sont issues de l'immigration algérienne et marocaine principalement. Et les hommes en situation de difficulté ne veulent pas demander d'aide. Ils ne veulent pas, ils me disent non, je vais m'en sortir autrement. Il y a un truc qui est ancré en eux, et je ne sais pas si c'est culturel ou le fait qu'ils sont des hommes, mais c'est un truc que j'entends souvent au cabinet. Ouais, bah ça pour le coup, là je pense qu'on peut parler de masculinité toxique, hein, même si c'est pas un terme que je tiens dans mon cœur. Là c'est vraiment l'impact négatif des injonctions à la masculinité. Peut-être, ouais. Sur les hommes eux-mêmes.
Et ne pas demander de l'aide quand on en a besoin, ça a des conséquences. Entre autres, ça aggrave chez les hommes le risque de perte de domicile, les problèmes de santé graves et les chances de passage à l'acte suicidaire. Et pour ces hommes, parler de privilèges, ça me semble inapproprié. Parce que le patriarcat a tendance à aggraver leur situation sociale plus qu'à ne la favoriser. On pourrait émettre l'hypothèse que, en plus d'être une privation de masculinité... Tu vois, c'est là que j'avais pas compris, c'est là que je voulais te reprendre. En fait, je te reprends pas. Sur, quand tu dis pas de privilèges, moi je voulais le comparer aux femmes, mais du coup, qui seront, à mes yeux, toujours privilégiées par rapport aux femmes de leur classe sociale. Mais en fait, tu l'expliques déjà très bien, quoi, et tu as précisé ta pensée. Donc tu vois, finalement, j'ai plus de remarques à faire par rapport à ça. Ok, tant mieux. La pauvreté chez les hommes serait également une privation de privilèges masculins. Prenons l'exemple de l'impunité dont profitent les hommes vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que les hommes des classes les plus basses en profitent comme les autres? Mais avant de violer une fille ou de l'agresser sexuellement, assure-toi que tu fais partie de ceux qui peuvent le faire impunément. Que l'on séparera l'homme que tu es du violeur que t'es de temps en temps. Les mouvements féministes déclarent généralement qu'il n'existe pas de profil type d'auteur de violences sexuelles. Alors certes, néanmoins, selon leurs origines ethniques, leur classe ou leur profession, tous les auteurs ne courent pas le même risque d'être poursuivis et condamnés. En effet, ces caractéristiques influencent la décision des victimes de porter plainte ou non, mais aussi celle des juges d'entamer des poursuites et de prononcer des condamnations. On sait que les condamnés pour viol sont en France quasi exclusivement issus de milieux populaires. Et ça, on en avait parlé ensemble dans un live il y a quelques soirs, je sais pas si le chat s'en souvient, du fait que dans les grandes écoles, il y a très peu de plaintes, malgré tout ce qu'on entend actuellement sur les problèmes d'agression sexuelle, de propos sexistes, et c'est des milieux où ils ne portent quasiment pas plainte, ouais. Ouais, parce que les femmes, elles se rendent bien compte que face à un bourgeois, ils peuvent pas faire grand-chose. Bref, assure-toi que ton statut social te permette de violer au KLM. Que grâce à tes relations ou ton travail, tu t'en tireras sans problème. Dans le cas des personnes poursuivies pour des préjudices sexuels, il faut vraiment comprendre la portée du mythe raciste du violeur noir, c'est-à-dire comment les hommes noirs ont été et sont encore considérés comme une menace sexuelle pour les femmes blanches. Vous vous doutez bien que dans l'histoire, des hommes non blancs accusés et condamnés alors qu'innocents, il y en a eu des tonnes. Le dernier cas relativement médiatisé en France, c'est celui de Farid El Hayri. Son accusatrice n'osait pas dénoncer son propre frère à l'origine des viols qu'elle subissait. Elle a donc accusé Farid à la place. Farid El Hayri a 17 ans, lorsqu'en 1998 à Hasbrook, une jeune fille de 15 ans l'accuse de l'avoir agressée sexuellement. On en attend que ça, des exemples d'hommes condamnés injustement, parce que je fais pas mal de recherches, on en a quand même assez peu, j'ai l'impression. C'est parce qu'ils sont pas médiatisés en fait. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et c'est que des personnes de situation de classe sociale très défavorisée, de ce que tu as pu lire. Quand ce sont des personnes accusées à tort, tu veux dire? Oui. Alors, c'est pas que ça, enfin, ce serait absurde de penser qu'il y a que ça, mais majoritairement, oui, dans l'immense majorité des cas. Après, c'est beaucoup plus renseigné aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est flagrant en fait. Tu te bases pas sur une dizaine de cas médiatisés. C'est vraiment, t'as des chiffres qui te prouvent que c'est très très clair que ce sont majoritairement les hommes des classes populaires qui sont emprisonnés, qui peuvent potentiellement être accusés à tort. D'accord. Dans les études que j'avais fait beaucoup de recherches justement sur les accusations à tort pour des faits de viol. Et j'ai trouvé une fourchette de chiffres dans les études un peu solides qui vont entre 2% et 7,6%. C'est ce que j'ai pu trouver. Mais c'est que sur des études aux États-Unis, malheureusement. J'ai absolument rien trouvé en France. Il ne doit pas y en avoir tant que ça, alors. Mais du coup, bon, si c'est 7%, ça fait quand même un chiffre. Hein. Ça fait quand même un chiffre. Mais bon, ça reste minoritaire, bien sûr, hein, extrêmement minoritaire. Mais... En fait, le chiffre en lui-même, tu vois, on peut être... Mais c'est pour ça que je trouve le féminisme mainstream, il est vraiment... Il diminue largement, il appauvrit la réalité. C'est parce que on peut se dire il y a 7% d'hommes accusés à tort, c'est presque rien. En attendant, les autres, ils peuvent violer comme ils veulent. Du coup, on va pas s'en occuper. On peut dire ça. Et puis, on peut aussi regarder d'un peu plus près qui sont ces 7%. Quel genre d'hommes ils sont et qu'est-ce que ça veut dire des rapports de pouvoir entre hommes et des rapports de pouvoir entre femmes et hommes. Et quand tu regardes d'un petit peu plus près, tu te rends compte que c'est principalement des hommes des classes populaires, il y a majoritairement des hommes non blancs. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Et qu'est-ce que ça dit dans qu'est-ce que ça doit aussi changer dans notre manière de concevoir des solutions, tu vois, de savoir quels sont ces 7% d'hommes. Oui, ok. Donc, ok, je vais réfléchir à tout ça. Et alors, du coup, tu expliques le fait que les personnalités médiatiques qui sont accusées de viol, quasiment systématiquement, quand elles passent devant un juge, soit on a des faisceaux de culpabilité très forts, soit ils sont condamnés. Mais qu'est-ce qu'on explique du coup j'ai une idée de la question que... Ah non, je suis un peu confus du coup. Faut que je réfléchisse.
Non, mais pour ces mecs-là, en fait, pour moi, ils sont tous coupables. Parce que. C'est un peu ce que je voulais les sous-entendre, femmes mais qui les j'osais accusent ont pas beaucoup faire trop à la perdre. généralité, tu vois ce que je veux dire? Quoi? J'ai pas entendu. Non, en fait, c'est ce que je voulais sous-entendre, mais j'osais pas faire la généralité, mais c'est ce que je voulais sous-entendre. Oui, si, moi, c'est la généralité que je fais, c'est que quand une femme accuse un PPDA, elle a tellement à perdre que tu peux partir du principe que si elle le fait, c'est qu'il y a une raison, quoi. Ouais, bon, du coup, on est entièrement d'accord là-dessus. Ok. Sexuellement et violé dans la rue. Sur la base de cette déclaration, le jeune homme est condamné et passe 1 an en prison. Il doit ensuite pointer pendant 15 ans à la gendarmerie. Jusqu'en 2017, l'accusatrice reconnaît alors avoir menti. Cette justice à double vitesse, ce sont les hommes non blancs qui la subissent de plein fouet. Mais globalement, tous les hommes pauvres et toutes les personnes marginalisées en font les frais. Du coup, si même les privilèges masculins ne sont pas réellement accessibles aux hommes pauvres, pour moi, le constat, il est clair. Le patriarcat ne sert pas les intérêts de tous les hommes, même si tous les hommes profiteront de certains aspects structurels du patriarcat. Comme par exemple le fait de ne pas être emmerdé par des porcs sur internet ou en boîte de nuit, ou le fait de pouvoir rester assis dans le canapé pendant que les filles font la cuisine et la vaisselle. Là, je sais que vous allez me dire... C'est là que je fais peut-être preuve de trop de radicalité dans mes propos, parce que je peux pas te donner tort là-dessus. Je peux pas te donner tort. Ah ouais. Hein. Je sais, hein, la vidéo est inattaquable, hein, c'est chiant. Mais tu vois, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a pas marché. Bah. c'est parce que je connais bien les réalités des femmes, les réalités des femmes. J'en ai connu une en particulier en tout cas, et je connais aussi bien la réalité des hommes. Et je fais pas preuve de mauvaise foi en fait. Tu vois, j'essaie pas non plus de triquer ou de faire aller le propos dans Oui, un moi non bon plus, sens. moi non plus, mais je suis dirigé par Oui, mes opinions, par mes biais. Non, mais c'est aussi, il faut faire attention. De toute manière, de base, c'est très important de faire attention et d'être exigeant envers un homme qui parle de la souffrance des hommes. C'est important. Tu vois, genre, tout à fait normal d'avoir les sens particulièrement aiguisés quand tu rencontres ce genre de spécimen. Mais le fait est que là, j'arrive assez bien à la fois défendre un point de vue féministe et à la fois parler de ce que les hommes issus de classes populaires expérimentent. Comme injustice vis-à-vis des autres hommes. Oui, tu fais une intersection vraiment entre une vision presque marxiste et féministe, ouais, c'est très intéressant. Ça me rappelle du coup certains écrits de Christine Delphi, justement, qui cherchaient un moyen de faire l'intersection entre ces luttes-là. Ah, je l'ai pas lu, c'est trop compliqué, Delphi. Bah ouais, en 2 mots, en fait, elle vient d'un courant qui s'appelait FMA, Féminisme, Marxisme, Action, qui est devenu le MLF après, voilà, en quelques mots. Ok, d'accord. Ok, je vois. Que oui, mais il y a des violences sexistes et sexuelles dans toutes les classes sociales de notre société, et c'est vrai. Mais on va pas en parler aujourd'hui parce que je peux pas traiter tous les sujets en même temps. Néanmoins, c'est clair, c'est prouvé, je suis pas le seul à le dire, la littérature féministe en parle également beaucoup. Le patriarcat ne sert pas les intérêts de tous les hommes. Et les hommes dont le patriarcat sert le plus les intérêts, ce sont les hommes de pouvoir. Ils auront donc tendance à être bourgeois et blancs. Finalement, l'intuition qu'on a eue en début de vidéo, comme quoi le patriarcat et la domination masculine serveraient principalement les intérêts des hommes qui captent les bénéfices des entreprises, et bah cette intuition, elle se trouve être réelle. Et ça fait sens, parce que le patriarcat, ce n'est pas que la domination des hommes sur des femmes, c'est aussi la domination des hommes entre eux. Et ça se voit que ce sont les bourgeois à qui profite le plus le patriarcat. Il suffit de regarder qui se bat avec le plus d'ardeur contre l'égalité homme-femme. L'égalité salariale, si on la réalisait, ça financerait le déficit invoqué par le gouvernement pour justifier sa réforme. C'est un des exemples, en fait, on peut les multiplier. Ça veut dire, et comment vous financez l'égalité des salaires hommes-femmes? Comment vous financez ça? C'est le patronat qui doit assurer... Je suis désolé, hein, Léo, mais en fait, ça me fait mourir de rire ces paniques bourgeoises. Moi, j'ironise là-dessus, mais ça me fait mourir de rire, vraiment. En plus, ils ont devant eux Sophie Binet, qui est brillante, et elle est dure à déstabiliser, quoi. Ouais, moi, j'aurais pas... Enfin, ouais... Je sais pas si c'est une panique bourgeoise, mais j'ai l'impression que c'est plus, c'est plus un salopard que j'ai sous les yeux là pour le coup, tu vois. C'est vraiment, en termes d'individu, il la prend vraiment pour une conne, il la prend vraiment de haut. Il est en mode quoi, on va quand même pas payer les femmes pareil que les hommes. Enfin, genre un truc qui est supposé être acquis, tu vois. Même si les entreprises arrivent encore en somme à payer les femmes moins. La réalité, c'est que la majorité de la population pense que les femmes et les hommes devraient être payés pareil. Mais lui, il est là en mode, bah non. Genre, il me fait délirer, en fait. Faut pas critiquer sur un freeze frame, parce que moi, quand on me freeze frame, j'ai une tête impossible, mais là, j'adore sa tête, quoi. Il a l'air paniqué, le pauvre monsieur. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous faites aux hommes, les féministes? Attention, vous vous rendez compte? C'est quand même la moindre des choses. Enfin, je sais pas. C'est le patronat. Oui, de payer les femmes. On a une caisse qui lui permet d'égaliser les salaires. Oui, il a une caisse qui permet de distribuer des dividendes. La production économique, les marchés, les clients, des consommateurs, des investisseurs. Imaginez qu'on demande aux entreprises de payer autant les hommes que les femmes à travail égal. On est à ça du terrorisme intellectuel. Revenons au ressentiment éprouvé par les hommes envers le féminisme. Dans l'état actuel des choses, où la majorité des gens galèrent et où les hommes qui galèrent le plus se sentent émasculés et inutiles, et ben, dans ce contexte-là, je comprends qu'ils aient le seum. Je comprends qu'ils se sentent en crise, qu'ils savent plus vraiment où est leur place et
qu'ils nourrissent de la haine et du ressentiment. C'est vrai que des féministes qui les dominent à la fois socialement et économiquement et qui viennent leur reprocher leurs privilèges, eh ben ça peut sembler intolérable. Et à bien des égards, ça l'est. Le ressentiment de ces hommes écrasés par le capitalisme, dont... Et ce que tu veux dire là, parce que du coup je l'avais mal compris, mais maintenant je le comprends mieux, c'est qu'il n'est pas question de dire qu'ils seront toujours plus privilégiés qu'une femme de leur même classe sociale, mais que c'est injuste de leur dire qu'ils sont en situation de domination dans la société. C'est ça, c'était ça en fait ton propos. Exactement. C'est exactement ça, voilà. Ok. C'est ça. patriarcat, parce que les deux c'est main dans la main, il n'y a pas l'un sans l'autre. Le ressentiment de ces hommes, il est légitime. Il me semble cependant extrêmement mal dirigé, parce qu'on l'a vu, ce ne sont pas les femmes et les féministes qui profitent de leur situation misérable, ce sont d'autres hommes, des bourgeois. Et attention, je parle pas du ressentiment de Jean-Eudes et Emmanuel qui ont le seum parce qu'il y a 10 meufs plus brillantes qu'eux dans leur école de commerce. Eux, non seulement ils risquent rien à se comporter comme des porcs avec les femmes, mais en plus ils iront faire des leçons de morale aux mauvais hommes. C'est eux là qui viendront expliquer après comment se déconstruire aux prolos et aux immigrés. Est-ce que tu apportes d'autres éléments dans la conclusion ou est-ce que je te libère? En vrai, il faut regarder la conclusion, elle est bien. Allez. Et Oui, je sais pas c'est si- parti, avec plaisir. Ouais, let's go alors. Ah bah non, mais je profite de ta présence au contraire. Hein. Ouais. Merci pour l'abonnement, Ça, Marcy. là, il n'y a pas que moi qui les ai faits. Il y a aussi d'autres chercheurs qui se sont intéressés aux masculinités. Le problème, c'est que leur travail est très peu visibilisé. Parce que dès qu'on s'intéresse à la détresse et la souffrance des hommes, on a tout de suite peur que ce soit récupéré pour créer des discours antiféministes. Le truc, c'est que les hommes n'ont pas attendu qu'on popularise les recherches qui les concernent pour parler entre eux des problèmes qu'ils traversent et de leurs ressentiments. Et le partage de leurs témoignages vis-à-vis de tout ça, c'est ce qui a mené à la création de la manosphère. La manosphère, c'est tout un pan d'Internet regroupant des communautés plus ou moins misogynes et dont les influenceurs ont trouvé comment rentabiliser la détresse masculine. J'imagine que vous avez envie de plus de richesse dans votre vie. Peut-être de la- Ouais, du coup, là, on est sur mon terrain depuis. Ça fait 4 mois que je fais plus que ça, effectivement. Ouais. Et je constate exactement ce que tu décris dans le début de la conclusion. Hein. richesse relationnelle, peut-être de la richesse financière, peut-être de la richesse humaine, peut-être de la richesse spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas fait. Et dans tous les cas, rappelez-vous, on avance ensemble. Comment être riche, comment devenir riche. Un petit carré apparaît juste ici sur lequel vous pouvez cliquer et vous allez recevoir gratuitement votre livret numérique offert. Dans tous les domaines, hein, argent, Ah, Léo. carrière, Il me fatigue la en ce séduction, moment. Les femmes, l'amour ne fait pas exception. Pareil. Si vous hésitez parmi les différents programmes qui sont sur le site, c'est 3 semaines pour un macro, le meilleur. Et des mecs comme ça, il y en a plein. Il y en a qui proposent des solutions miracles pour avoir des meufs, il y en a qui proposent des solutions miracles pour avoir de l'argent, il y en a qui proposent des solutions miracles pour J'ai une super question dans le chat, Léo. J'en ai déjà parlé une fois, mais je vais te laisser répondre. Maldoror qui dit: j'ai déjà entendu que le capitalisme était nécessairement patriarcal. Est-ce qu'il existe des références là-dessus? Est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation déjà? En fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser le capitalisme et ce genre de choses, en fait. C'est pas un truc qui est apparu et hop là, il était patriarcal. C'est pas comme ça. C'est des rapports de pouvoir entre des individus et groupes d'individus qui ont joué leurs intérêts à certains moments et qui ont donné une direction à la société. Et la direction qui a été donnée, c'était une direction capitaliste, patriarcale et impérialiste. Et c'est comme ça que le capitalisme est patriarcal. Mais on pourrait totalement imaginer que ça se soit fait autrement et que dans l'expression des intérêts, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand même 2000 ans d'histoire avant l'expression des intérêts des personnes qui ont fini par aboutir à cette société capitaliste, parce que ça s'est joué aux alentours, à la fin du Moyen-Âge et sur la Renaissance. Avant, il y avait pas de capitalisme au sens propre. Il y avait un petit peu... Bref, j'en sais rien. Demandez aux experts du sujet, peu importe. Mais il y avait déjà une forme de patriarcat qui existait, ça c'est sûr. Après, le système économique, je saurais pas le définir. De mes lectures. Oui, j'en prie. S'il n'y avait pas eu de patriarcat à ce moment-là, il est très possible que le capitalisme qui s'est développé l'ait quand même instauré. Mais il est aussi très possible qu'il ne l'ait pas instauré. Voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est des mouvements... des mouvements, des rapports de pouvoir entre les groupes d'individus au fil des époques, sur des millénaires, enfin plus des centaines d'années que des millénaires, mais est-ce que le capitalisme est nécessairement patriarcal? À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, oui. Parce que le capitalisme a besoin de contrôler les femmes et la reproduction sociale pour se maintenir. Est-ce qu'il y avait nécessairement besoin d'en arriver à la société à laquelle on est aujourd'hui? Au sens patriarcal du terme, j'en sais rien et on le saura jamais, et je suis pas persuadé qu'il y a un grand intérêt à se poser la question. Ok. J'espère que ça répond à ta question, Maldoror.
Voir les deux. Alors, moi, je suis pas expert, mais j'ai quand même l'impression que si je dépense de 80 à 2000 balles pour une formation, j'ai aucune garantie de devenir riche ou même de choper des meufs. Par contre, il y en a un qui a la garantie de bien me niquer et de me prendre mon blé, c'est l'influenceur. Ces influenceurs, ce qu'ils proposent, c'est apprendre à escroquer les hommes qui sont encore plus en position de Est-ce que détresse. tu peux mettre Date à pause, s'il te masculinité. plaît? Bien sûr, j'en prie. Ouais. Je voudrais répondre à Darky qui dit que ça n'a pas de sens de confondre le capitalisme et le patriarcat. En fait, si, ça a tout son sens. C'est comme le capitalisme et l'impérialisme, c'est comme l'impérialisme et le patriarcat. C'est des blocs qui fonctionnent pas les uns sans les autres. Ça fonctionne ensemble. C'est des structures de pouvoir qui permettent de maintenir certains groupes de la population inférieurs aux autres et du coup de privilégier ceux qui sont supérieurs. Mais ça fonctionne vraiment main dans la main. Tu ne peux pas penser le féminisme sans penser le capitalisme et les rapports de classe correctement. Tu peux le faire, mais du coup, tu fais du Ben Never. Tu fais pas de la politique, tu fais du développement personnel. Et pareil, tu vas pas pouvoir penser le capitalisme sans penser les rapports de domination entre les hommes et les femmes et les rapports de domination liés à l'impérialisme. Si tu fais ça, si tu essayes de faire que de la classe, que de la race sociale ou que du genre, tu vas nécessairement te mettre des œillères et tu vas pas pouvoir avoir une vue globale et vraiment comprendre le problème dans son ensemble. Parce que dans la société, et vraiment, c'est pas juste des histoires d'intersection, c'est plus tout est lié. Vraiment, toutes les structures de pouvoir sont liées les unes aux autres et s'entrecroisent et font des micmacs chelous et c'est très complexe. Et essayer de penser linéairement par le prisme d'un seul système d'oppression, ça te force à avoir des angles morts qui vont être désastreux dans tes analyses. Oui, alors merci beaucoup pour l'abonnement qu'on t'a offert. Merci pour l'abonnement offert. Oui, juste pour rappel, l'intersectionnalité, elle est souvent mal comprise. Les théories intersectionnelles ne disent absolument pas que les discriminations se superposent, pas du tout. Elle explique que ça s'entremêle. Hein. Il y a un entremêlement qui les rend absolument indissociables. Et je pense qu'un jour, il va falloir qu'on lise des choses par rapport à ça. Demain, vous voulez lutter contre... Françoise Agès, elle explique ça très bien dans Ventre alloué, par exemple. Demain, vous subissez le racisme. Une femme noire subit encore un peu de racisme parce que son racisme est aussi entremêlé dans la misogynie qu'elle subit, par exemple. C'est très intéressant à lire, mais on lira ça, je pense, en live un soir. On va bien l'admettre que c'est sacrément lâche. Genre, t'as constaté qu'il y a quelque chose qui roule pas rond dans ce monde, mais plutôt qu'essayer de faire en sorte que ça s'arrange, toi tu choisis d'escroquer les plus faibles. Je sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, j'ai pas transitionné pour devenir une grosse merde. L'attitude virile à avoir vis-à-vis du constat assez triste qu'on vient de faire, c'est lutter contre le capitalisme qui nous met dans cette position. C'est faire un peu comme Olivier Matteau, quoi. Les Français qui ne sont pas que des idiots, excusez-moi, ont voté pour que M. Macron dirige la France. De quel droit les hommes s'arrogent la France? C'est nous la France, et nous on va bloquer la France, on va faire des décisions idiots. Il a dit ça? Des sous-hommes, ça, des mecs qui n'ont aucune de des Ça, je peux pas vous laisser dire. Vous voulez pas, je vais l'insulter. Non, on va pas Ah, ouais, très bien. Il mange comment lui? Les grands patrons, ils mangent comment? Parce que les sous-hommes, ils sont au travail. Et les sous-femmes aussi. Il a la chance d'être de l'autre côté, genre. C'est arrêté là, c'est minable. Ah, mais moi je le dis, c'est minable, c'est un discours de minable ça. Vous pensez que vous gagnez l'emploi des sous-hommes dans ces raffineries, ils vont faire ces 14 milliards de bénéfices? Olivier Matteau, je suis impressionné par votre calme. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Face à un discours qui est le même depuis des décennies et qui produit toujours les mêmes effets. La réalité, c'est que oui, ces gens-là, je pense que Gérard est un bon représentant de la Macronie. Ils considèrent les travailleurs et les travailleuses comme des sous-hommes et des sous-femmes. Toutes celles et tous ceux qui en ont marre d'être traités comme tels, ils doivent être à partir de demain en grève et le patronat demandera au gouvernement de retirer sa réforme. Ça, c'est de la virilité. Remettre à leur place. Ah ouais, bravo, moi j'adore quand tu dis ça, Lou, vraiment. Hein, de montrer que la virilité, c'est des concepts qu'on peut aussi se réapproprier, qu'on peut aussi se redéfinir. Et j'apprécie beaucoup que tu tiennes ce discours. Ouais, de ouf. Pour moi, c'est hyper important de se réapproprier la virilité de manière positive parce que en vrai, il y a énormément d'hommes, ils veulent pas qu'on leur enlève leur virilité. Que pour eux, s'occuper de leur famille, porter des trucs lourds, je sais pas, juste être un don Juan, c'est des choses qui sont importantes dans leur vie. Et tout ça, ça peut être fait de manière très correcte et très respectueuse des femmes. Et avoir un discours qui dise on va vous enlever tout ça, alors qu'on va vous enlever tout ça et en plus on vous propose rien d'autre pour mettre à la place, ça peut pas marcher. Ah ouais. Ça peut pas marcher. Les gars, ils sont trop ancrés dans cette identité-là de mec viril. Donc le mieux, c'est plutôt de remodeler la virilité pour lui enlever tous ces aspects néfastes pour les autres et pour les hommes eux-mêmes. Ouais, absolument. Ils traitent de sous-hommes et sous-femmes les travailleurs et travailleuses qui sont écrasés par ce système tout en le faisant tourner. C'est être solidaire de toutes ces personnes. Parce que c'est ça le problème en fait. Le problème c'est que le capitalisme nous prive de toute forme de dignité. Et le pire, c'est qu'il nous fait croire que le seul moyen pour s'en sortir, ce serait d'être en compétition les uns avec les autres.
C'est complètement con. Déjà, rien que d'un point de vue individuel, être solidaire, bah, on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, hein, ça nous permettrait d'aller un peu mieux. Puis, en ce qui concerne le sentiment d'inutilité des hommes, c'est vrai que depuis que les femmes occupent le marché de l'emploi, on est confronté à de nouvelles questions existentielles. Des questions qu'on n'avait jamais eu besoin de se poser jusque-là. Qui sommes-nous en dehors de notre travail? Quelle est notre valeur si ce n'est l'argent qu'on rapporte à la maison? C'est pas facile de se poser toutes ces questions-là aujourd'hui, mais il suffit de changer de perspective pour se rendre compte que finalement, les hommes, bah, ils sont plus obligés de se définir uniquement sur la taille de leur porte-monnaie. Alors bien sûr, ça fait peur à tous les gourous de la manosphère et aux bourgeois parce que c'est une bande de lâches sans imagination et surtout ils ont beaucoup trop l'air de nous faire changer notre perspective sur le sujet. Mais les autres hommes, ceux qui ont un peu de courage, vous avez la possibilité de trouver votre valeur en vous et selon vos propres standards. Des standards qui peuvent être en dehors de la réussite professionnelle ou qui peuvent être une réussite professionnelle en dehors du fait de faire de l'argent. Bien entendu, vous pouvez également avoir envie de trouver de la valeur et de vous réaliser dans le fait de fonder une famille et de la mettre bien. Et si c'est le cas, je vous souhaite de trouver une partenaire qui aura le même projet de vie que vous. Parce que vous inquiétez pas les gars, il y aura toujours des meufs hétérosexuelles qui auront envie de fonder une famille. Et oui, aujourd'hui, elles sont indépendantes financièrement. Aujourd'hui, elles sont en mesure de choisir leur partenaire. Et plus elles seront indépendantes, plus elles seront en mesure de choisir leur partenaire pour ce qu'il est vraiment, et plus pour la taille de son porte-monnaie. Et la perspective de vivre une belle histoire et de fonder une famille avec une personne qui nous aime pour qui on est, bah, c'est plutôt un bel horizon, non? Ok. Ce que tu dis à la fin, voilà, c'est de redéfinir la masculinité, de sortir la réussite par l'argent comme un concept ultra masculin. Et ne plus se considérer par rapport à, je sais pas, une réussite, je sais pas, professionnelle, par rapport à nos postes. Je suis pas tout à fait sûr d'avoir compris la fin du coup, Léo. Tu incites à redéfinir une masculinité hors de la réussite par l'argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, d'accord, exactement. ok, je comprends. C'est exactement ça. C'est en fait, le fait de ne plus mesurer notre réalisation en tant qu'homme via l'argent qu'on gagne, ça nous permettra d'être plus heureux. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quoi que ce soit par rapport quand on sort une vidéo, non, je sais qu'on j'ai l'a rien à mûri un peu rajouter. après. Si personne n'a de questions, je vais vous laisser continuer le stream tranquillou. Oui, bah écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré. Pas de soucis, Et c'était un pour la plaisir, discussion. merci à toi. Ouais, vraiment avec Bonne plaisir, soirée. Léo. Prends soin de toi trop bien. et on se tient au courant. Tout pareil, ciao ciao. Merci, salut. Eh ben, écoutez, moi j'ai trouvé ça passionnant. Ça va me donner matière à cheminer parce qu'on n'est pas sur... Bah, vous l'avez compris, hein, du coup, dans l'échange, on n'a pas forcément la même finalité en tête, donc on n'a pas les mêmes conceptions, en particulier politiques. Mais bon, c'est passionnant. Ça va vraiment me donner matière à réfléchir. Et je pense que je vais réécouter ça tranquillement. Ça vous a plu du coup cet entretien? Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit si riche en fait. En tout cas, ça l'a été pour moi. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Et voilà quoi, moi j'apprécie, je suis toujours en mouvement intellectuellement, sachez-le, tout le temps en mouvement, je continue toujours à lire, à remettre en question certaines de mes croyances. Mais comme il l'a dit, j'ai des angles morts, comme tout le monde a des angles morts d'ailleurs, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il s'est pas exclu de ça quand il disait que lui aussi se posait des questions sur certaines choses. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une démarche intellectuelle très saine et je suis très content de l'avoir rencontré là, Léo. Très content. C'est la première fois qu'on échangeait de vive voix, voilà, sachez-le, c'est juste envoyé 2-3 messages sur Twitter avant-hier, et puis bah voilà, tout à l'heure je lui ai dit que j'allais parler de la vidéo, je lui ai proposé de passer, il m'avait dit que s'il avait du temps il le ferait, puis bah il m'a consacré 2 heures quand même, hein. Adorable de sa part, vraiment. Donc ça, je pense que je mettrai ça sur YouTube demain, j'ai hâte de partager cet échange, j'ai vraiment hâte de partager cet échange. Bah du coup, ça me donne envie d'aller voir tout son travail vidéo, bien sûr, hein.